Il est bientôt midi, vous regardez le Live Weekend sur BFM TV. Un nouveau coup de chaleur sur toute la France. Il va faire plus de 30 degrés aujourd'hui dans le sud-est. Cette vague se déplacera ensuite vers le nord et la Belgique. Le pic des températures, c'est pour mercredi. Direction la Drôme dans un instant, l'un des départements où il fera le plus chaud aujourd'hui. On retrouvera Anne-Laure-Bance dans un très joli cadre. À la une de l'actualité à l'étranger, Volodymyr Zelensky qui ordonne l'évacuation aux habitants de la région de Donetsk, une mesure obligatoire pour, dit-il, échapper à la terreur russe. Et dans le même temps, en Russie, Vladimir Poutine a présidé la parade de la journée de la flotte russe. Et dans son discours, il a vanté la puissance de son armée navale. Décryptage avec nos spécialistes dans ce journal. Et puis l'inquiétude grandit autour de la variole du singe. 2 cas mortels viennent d'être recensés en Espagne, qui est le pays le plus touché d'Europe. En France, les médecins appellent à accélérer la vaccination. Et c'est reparti pour plusieurs journées de forte chaleur. La France va traverser une nouvelle vague de canicule, la 3e depuis le début de l'été. Attendez-vous donc à des températures supérieures à 30 degrés dans le quart sud-est pour aujourd'hui. Il va notamment faire très chaud dans la Drôme. C'est là où se trouve Anne-Laure-Bance, à Nyons précisément, aux côtés des habitants et des vacanciers. Anne-Laure. Oui, tout à fait. Il fait déjà très chaud. Le village de Nyons a à peine eu le temps de se remettre de la vague de canicule de la semaine précédente qu'une nouvelle arrive et elle est déjà bien présente. Il fait déjà 31 degrés. On attend un pic à 33 aujourd'hui et ça pourra monter jusqu'à 36 demain. Concrètement, tout le monde cherche un petit peu d'ombre pour se rafraîchir, tant bien que mal. Ici, juste en dessous du pont roman. Mais vous le voyez, ces vagues de chaleur, c'est la 3e depuis juillet, elles ont un impact très concret sur le niveau de l'eau. Le niveau que vous voyez actuellement, c'est le niveau qu'on a en temps normal au mois d'août, c'est-à-dire qu'il y a déjà un mois d'avance. La sécheresse est bien présente ici dans la Drôme. Un arrêté préfectoral a même été pris pour limiter les arrosages chez les particuliers et également chez les agriculteurs. On est allé à la rencontre d'un vigneron. Il estime qu'il va perdre 20% de sa production à cause de ces vagues de chaleur répétées. En tous les cas, ici à Nyons, on cherche désespérément un petit peu d'ombre. Le vent frais de ce matin a laissé la place désormais à un vent très chaud. Et je peux vous dire que le soleil tape très fort. On essaye de se protéger comme on peut. Oui, mettez un chapeau et puis la crème solaire, Anne-Laure Bance, on pense bien à vous. Protégez-vous évidemment avec Nicolas De Rossi en direct de la Drôme. En effet, il va faire très chaud, on l'a compris, ça a déjà commencé. Loïc Rivière, merci d'être avec nous aujourd'hui pour en parler. On est donc en train d'entamer cette 3e vague de chaleur déjà depuis le mois de juin. Ça commence tout juste, ça va durer une bonne partie de la semaine prochaine. Nous étions dans la Drôme, l'Ardèche. Là-bas, les températures ont à peine baissé en réalité depuis le début de l'été. Il y a un nouveau dôme anticyclonique qui est en train de se mettre en place avec un petit minimum dépressionnaire qui va faire remonter une forte chaleur déjà bien accumulée du côté du Maghreb, du côté de l'Espagne. On gagne degré après degré aujourd'hui. Ça va surtout s'intensifier demain lundi avec cette bouffée de chaleur, qui va peu à peu remonter vers le nord du pays d'ici à ce jeudi. Alors les températures pour demain seront surtout élevées en allant en direction de la vallée du Rhône, sur le golfe du Lion, dans le sud-ouest du pays. Peu à peu, on va dépasser les 35 degrés sur quasiment toutes les régions du sud. Donc là, pour la journée de mardi, une trentaine de degrés également en allant vers le nord de la Seine et des pointes à 36 degrés. À Paris, ce sera pour le milieu de la semaine. Mercredi, là, ce sera le pic de chaleur à l'échelle nationale. Je vous montre les températures la journée qui pourraient localement dépasser les 40 degrés. Mais il faut noter que la nuit, il va faire très chaud aussi. On aura bien du mal à repasser sous la barre des 20 degrés. Bon, avec cette 3e vague de chaleur ne va pas améliorer la sécheresse. La France, l'Europe traverse une période historique. Oui, effectivement, cette sécheresse qui peu à peu progresse depuis l'automne dernier avec une anomalie anticyclonique qui ne cesse de persister. Donc ces températures vont aggraver la sécheresse, forcément, et la sécheresse, elle, favorise la hausse des températures. C'est un cercle infernal qui est en place sur une bonne partie de l'Europe. Vous voyez, des sols très secs en ce moment sur quasiment toute l'Europe, sur quasiment tout le pays aussi. Un déficit de pluie de 90% sur ce mois de juillet. Il faut remonter parfois 100 ans en arrière pour retrouver des sols aussi secs. C'est le cas notamment en direction de la région PACA. Le souci, c'est qu'on ne voit toujours pas venir la pluie dans les 2-3 semaines qui viennent. On aura éventuellement quelques orages qui devraient nous permettre de sortir de la canicule à partir de jeudi, mais des orages ponctuels. Les arbres sont déjà en train de perdre leurs feuilles dans le nord du pays. Ouais, en plein milieu de l'été. Et forcément, le risque d'incendie est très sévère, notamment dans le sud-est, dans la vallée du Rhône
et sur les rivages de la Méditerranée. Là, vous le voyez en violet sur cette image, mais en orange, il y a également des zones touchées. La sécheresse concerne tout le pays, le risque d'incendie aussi. Merci Loïc Rivière pour ces précisions. Patrick Marlière est avec nous, météorologue et directeur d'Agathe Météo. Patrick Marlière, on fait le point avec vous comme régulièrement sur cette situation qui ne s'améliore pas, parce qu'il faut dire les choses. Certes, il fait chaud, on est en été, on apprécie ça quand on est au bord de la plage probablement, mais tout de même, quand on voit ces arbres qui perdent leurs feuilles déjà à la fin du mois de juillet, cette sécheresse qui s'accumule et ces pluies qui n'arrivent jamais, il y a de quoi être inquiet. Oui, et la situation était déjà préoccupante au début du mois de juillet. Pour la tendance, Loïc en a donné tout à fait le détail pour les jours à venir et même les semaines. Donc, ouais, c'est vraiment très inquiétant car on n'en voit pas le bout, quoi. Je veux dire que là, à partir de jeudi et vendredi, il y aura certes quelques averses orageuses, principalement près des reliefs. Il y a pas mal de départements où il ne tombera pas la moindre goutte d'eau encore. Et puis, si on regarde la tendance météo à plus long terme, c'est reparti, quoi. À partir du 10 août ou 11 août, et de nouveau, des températures très élevées vont se réinstaller sur quasiment encore toute la France. Pour le 15 ou 16 août, on sera pas loin des 30 degrés sur quasiment tout le territoire de nouveau. Donc, bon, c'est vraiment inquiétant car vous l'avez signalé, il y a les problèmes de sécheresse qui ne font que s'accentuer. On a un peu de soucis aussi sur l'impact du monde agricole et des vendanges qui sont à venir. Donc voilà, il y a plein d'impacts sur la vie de tous les jours, qu'elle soit professionnelle ou juste au niveau des vacanciers. Donc voilà, situation préoccupante et vraiment pas que pour cette année d'ailleurs, et certainement pour de nombreuses années à venir, compte tenu du dérèglement climatique qui semble s'affirmer maintenant. Et oui, Patrick Marlière, aucun doute, un effet du dérèglement climatique qui va donc encore empirer dans le futur. Il n'y a plus de doute par rapport à ça. On a eu une petite accalmie l'année dernière. On avait avant eu 3 années consécutives avec déjà des petits épisodes de canicule. Alors là on les cumule depuis le mois de juin, avec certes des orages assez forts en juin, de nouveau de longues périodes de canicule sur le sud de la France. Et puis si on regarde un peu plus en détail, là, on regardait dans la région toulousaine tout à l'heure et on est reparti pour une dizaine, voire une quinzaine de jours avec des températures à plus de 30 degrés, voire 35 degrés. Donc, ouais, c'est inquiétant, surtout que ça va se reproduire dans les années à venir. Donc, il ne va pas falloir changer notre comportement que pour les semaines et les mois qui arrivent là devant nous, mais certainement pour toutes les années à venir, il faudra changer nos modes de vie et comment gérer ces problèmes de manque d'eau et ces problèmes de sécheresse sur toute la France. Merci Patrick Marlière, le message est passé. En tout cas, il va falloir donc adopter des mesures durables pour un phénomène qui va durer malheureusement bien longtemps encore. 12h07, on en vient à présent à cette actualité concernant l'Ukraine. Volodymyr Zelensky appelle les habitants de Donetsk à évacuer toute la région. Une évacuation obligatoire pour les populations civiles pour échapper à la terreur russe, selon les mots du président ukrainien. Alors comment vont se dérouler ces évacuations? Les précisions d'Angie Loata depuis Kiev pour BFM TV. Volodymyr Zelensky a expliqué qu'il se concentrait finalement sur sa marge de manœuvre, à savoir ces territoires de l'oblast de Donetsk en proie au combat, au bombardement régulier, quotidien même dans cette partie de l'Ukraine. Se concentrer sur sa marge de manœuvre, ça veut dire sauver les populations civiles qui sont encore dans des territoires administrés par sa propre armée. C'est le cas en l'occurrence de 200 000 personnes, précision faite par son gouvernement quelques minutes avant cette prise de parole que je vous propose d'écouter maintenant. Des centaines de milliers de personnes et d'enfants se trouvent toujours dans les zones de combat violents dans la région de Donetsk. Beaucoup de personnes refusent de partir. La décision de partir doit donc être prise à un moment donné. Plus il y aura de personnes qui quitteront la région de Donetsk dès maintenant, moins l'armée russe tuera de personnes. Irina Vereshchuk, la vice-première ministre ukrainienne, qui a donné plus d'éléments d'explication quelques minutes avant la prise de parole de Volodymyr Zelensky. Elle a dit notamment que les bombardements réguliers d'infrastructures liés à l'électricité et au gaz mettaient en péril les populations et les mettra encore plus en péril à partir de l'automne lorsque le froid reviendra dans le Donbass. Voilà pourquoi donc il faut sauver ces vies, évacuer ces populations civiles de force même, en tout cas en les obligeant à signer une décharge de responsabilité. Ces populations civiles qui ne souhaitent pas quitter le Donbass devront expliquer qu'elles le font à leurs risques et périls.
Avec nous pour décrypter cette actualité, Sylvie Berman, consultante diplomatie, et Michel Goya, notre consultant défense. Sylvie, je me tourne vers vous. Ces évacuations de Donetsk, elles sont indispensables parce que les bombardements vont s'intensifier dans les semaines, les prochains mois. Oui, les bombardements vont s'intensifier. Les Russes ont l'intention de conquérir la totalité du Donbass, comme ils l'ont annoncé. C'est fait pour Lugansk, mais il reste encore une grande partie de Donetsk. Et après la pause opérationnelle, les bombardements vont se renforcer. Ils visent bien évidemment aussi les populations civiles et c'est anticiper finalement sur un résultat probable qui a amené d'ailleurs à Mariupol à évacuer les populations sûrement trop tard. Et donc, c'est pour éviter cette situation. En plus de ça, l'automne va arriver vite. Les infrastructures, comme ça a été dit, ont été touchées. Et il sera impossible pour ces populations de vivre dans cette région. Est-ce que ça veut dire que la résistance ukrainienne a déjà baissé les bras ? N'ont pas baissé les bras et ils réagissent. Alors d'ailleurs ailleurs, dans la région de Kherson, par ailleurs, où il y a une contre-offensive ou une contre-attaque pour d'autres raisons. D'ailleurs, puisque à Kherson, les Russes ont l'intention d'organiser un référendum cet automne. Mais je pense que sur le Donbass, c'est la reconnaissance du fait que le Donbass risque d'être occupé pendant longtemps. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas l'intention de le reprendre, ils continuent de le dire, mais c'est quand même acté une certaine réalité malgré tout. Parce que Michel Goya, on l'a bien compris, c'est donc la stratégie affichée depuis le début par Moscou de conquérir ces deux oblasts du Donbass. Oui. Ça a commencé à Lugansk, là maintenant c'est sur Donetsk que ça se poursuit. C'est vraiment le fil rouge à tenir. Oui, c'est annoncé depuis plusieurs mois maintenant, de manière très claire. C'est autour de cette zone de la province de Donetsk qui est encore contrôlée par les Ukrainiens que les Russes concentrent quasiment les 2/3 de toutes les forces qui sont en Ukraine. Et après une pause de quelques semaines, là, ils renouvellent leurs attaques dans... Elle a servi à quoi, d'ailleurs, cette pause opérationnelle ? C'est toujours nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut toujours, à un moment donné, après une série d'attaques, il faut réorganiser les forces. D'abord, il faut les mettre au repos, il faut reconstituer les unités, il faut recompléter les matériels qui ont été détruits, remplacés par d'autres, il faut reconstituer les flux logistiques. Donc tout ça demande un peu de temps, sachant que en ce moment, les Ukrainiens réussissent quand même à perturber très largement les flux logistiques par les frappes à l'intérieur des territoires occupés par les Russes. Et donc, ça a pris du temps, plus qu'on imaginait. Mais maintenant, il semble, oui, que les opérations reprennent. Elles reprennent plus particulièrement dans le nord de cette province du Donbass, autour des villes Kramatorsk, Sloviansk, en particulier, qui sont les objectifs. Alors, il faut préciser qu'en réalité, cette zone est déjà quasiment évacué à 70% depuis le début du conflit. Et juste pour préciser un élément, il faut comprendre aussi que la population civile dans ces zones de combat, c'est aussi une charge pour les autorités ukrainiennes qui doivent assurer leur vie quotidienne. C'est une charge aussi pour les forces, les troupes qui sont sur place, et on l'a vu notamment à Mariupol. Donc c'est aussi une manière en réalité de faciliter la défense de cette zone dans ce combat qui est certainement le combat décisif qui sera la grande bataille au moins de cet été. La terreur est l'arme principale de la Russie, sont les mots de Volodymyr Zelensky. C'est effectivement une stratégie russe depuis le début du conflit. C'est comme ça qu'ils arrivent à gagner ? Alors, qu'ils arrivent à gagner, j'en sais rien. Dans le Donbass, oui, mais c'est aussi des combats d'artillerie. Pour le reste, ils continuent effectivement à frapper dans l'ensemble de l'Ukraine pour montrer qu'ils ont cette capacité-là. On l'a vu pour ce qui concerne les frappes sur le port d'Odessa. Les frappes continuent à Mykolaiv, à Kharkiv, et parfois on en a eu à nouveau dans la banlieue de Kiev ou dans le centre du pays. C'est pour montrer effectivement qu'ils peuvent frapper partout. Alors on va voir des images, ça s'est passé ce matin. Cette fois-ci, on part en Russie, précisément à Saint-Pétersbourg, où le président Vladimir Poutine a présidé ces cérémonies, cette parade militaire en l'honneur de la marine des Russes. Michel Goya, expliquez-nous un peu ce que ça représente, cette célébration qui avait été arrêtée jusqu'au début des années 80. Je crois que ça a repris
finalement avec Poutine, et que maintenant il remet à l'honneur encore plus avec le contexte de la guerre la puissance navale russe. Oui, alors ça date d'avant la guerre, c'est-à-dire que ça rentre dans un grand plan de reconstitution de la puissance russe et notamment aussi du sentiment de puissance russe. Donc ça contribue aussi à tout ça. Donc il y a une forme de militarisation aussi de la société russe depuis plusieurs années. Et donc c'est le retour des grandes parades militaires qui ont une vocation à... purement démonstrative. Il faut quand même rappeler que la Russie, c'est aussi le pays où on a inventé les villages Potemkin, c'est-à-dire des choses très, très belles. Parfois, derrière, c'est parfois moins reluisant. Mais là, on a typiquement, en plus, c'est la marine, donc c'est des grands navires, c'est des choses assez impressionnantes. On voit le sous-marin, c'est probablement le sous-marin Belgorod, c'est le plus important, le plus volumineux du monde. Dans son discours, Vladimir Poutine parlait de ce qu'ils ont de mieux, des armes hypersoniques, des choses dont les Russes peuvent être fiers. Et en même temps, c'est un message qui est destiné aussi au reste du monde, en disant voilà, nous sommes de retour, nous sommes une grande puissance. Une grande puissance, c'est une puissance qui a une grande marine. Alors cette marine, en réalité, c'est globalement la marine soviétique, qui a été gelé pendant des dizaines d'années, mais qui maintenant qui revient, qui remodernise. Beaucoup de difficultés aussi dans le conflit en Ukraine. Voilà, mais c'est avant tout un instrument de puissance. Vous restez avec nous, Michel Goya et Sylvie Bermann. On va maintenant s'intéresser à une autre conséquence de cette guerre en Ukraine. Les Allemands qui se ruent en ce moment sur les radiateurs électriques. Oui, en plein été, avec la baisse des livraisons de gaz en provenance de Russie, les Allemands redoutent de grelotter cet hiver. On va retrouver à Berlin Pascal Thibault. Ce boom des ventes de radiateurs, c'est donc du jamais vu en période estivale. Oui, effectivement, c'est du jamais vu. Il y a eu des ventes qui ont augmenté d'un tiers au premier semestre déjà. Les Allemands se font du souci depuis que le prix du gaz a augmenté et leurs angoisses vont crescendo avec, bien sûr, le début de la guerre en Ukraine et puis avec les dernières mauvaises nouvelles concernant les livraisons de gaz et la crainte que celle-ci pourrait s'arrêter durant l'hiver et qu'on pourrait peut-être avoir des soucis pour chauffer son appartement. Donc, les gens se précipitent dans les supermarchés qui vendent des chauffage électrique d'appoint, où on est peu à peu en rupture de stock. Alors les experts, les organisations de défense des consommateurs expliquent malgré tout aux Allemands que ce n'est peut-être pas une très bonne idée. D'abord parce qu'ils pourraient peut-être faire des économies sur leur facture de gaz, mais que leur facture d'électricité pourrait exploser, car ce genre d'appareil n'est pas fait pour chauffer durablement un appartement. Et puis deuxièmement, si beaucoup des foyers qui sont chauffés au gaz, c'est la moitié des foyers en Allemagne, devaient recourir à ce genre d'appareil, au même moment, ça ferait exploser la demande et la production d'électricité pourrait ne pas être à la hauteur, avec des risques d'interruption des livraisons d'électricité, ce qui à l'arrivée ne serait profitable évidemment à personne. Merci Pascal Thibault, correspondant BFM TV à Berlin, pour ces précisions. Bonjour Phuc Vinh Nguyen, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour le Live Weekend. Vous êtes chercheur en politique française et européenne de l'énergie à l'Institut Jacques Delors. On a vu l'exemple de l'Allemagne qui est directement, elle, confrontée à cette baisse de livraison du gaz russe et qui donc s'organise un peu dans la panique avec ses achats en catastrophe de radiateurs électriques. En France, la situation est tout autre. Forcément, on n'a pas la même dépendance au gaz russe. En effet, en France, on a une dépendance qui est un peu plus faible, autour des 20% au gaz russe, mais ça ne va pas nous empêcher de devoir réaliser des efforts. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forte tension à l'heure actuelle sur la production d'électricité en France, et donc en hiver, on aura besoin d'importer cette électricité, notamment d'Allemagne. Et sur le reportage précédent, on l'expliquait très bien, si l'Allemagne se met à utiliser beaucoup plus d'électricité, à ce moment-là, on sera en difficulté, donc il va y avoir une nécessité de réduire notre consommation générale d'énergie, c'est ce qu'on appelle la sobriété énergétique, au travers de changements de comportement. C'est-à-dire, ce sont des petits gestes du quotidien, ce que conseille le gouvernement, éteindre les lumières, ce qu'on fait à peu près tous, j'imagine, limiter la climatisation, ça a des effets justement sur la consommation ?
Oui, ça a des effets très concrets. La climatisation, par exemple, ça permet d'éviter de brûler du gaz pour produire de l'électricité et pour ensuite mettre en marche votre climatisation. Et puis en hiver, il va falloir essayer de regarder si on peut se chauffer un peu moins. En moyenne, l'Agence internationale de l'énergie nous apprend qu'on se chauffe au niveau européen à 22 degrés. On va pouvoir peut-être penser à regarder si on peut baisser à 19, 20 degrés. Mais à ce moment-là, il faudra s'adapter aux situations de chacun et on ne pourra pas demander les mêmes efforts à une personne en situation de précarité énergétique comme à une personne qui a les moyens d'isoler son logement. Mais alors, comment concrètement les Français qui nous écoutent aujourd'hui vont se situer globalement? Qu'est-ce qu'il faut donner comme conseil, là, si on veut tous s'y mettre, pour éviter cet automne déjà de souffrir de ces pénuries? Dès à présent, il faut lancer une campagne de mobilisation générale qui montre que l'ensemble de l'État, donc l'administration également prise en compte, l'ensemble des collectivités territoriales jouent également le jeu, puisqu'on l'a vu très récemment, par exemple, avec la polémique sur les voitures garées sur l'Élysée. On se rend compte qu'il y a une nécessité très claire d'assurer un contrôle, que l'État joue aussi le jeu. Sinon, on est dans une logique de faites ce que je dis, ce que je fais, et à ce moment-là, on ne pourra pas embarquer l'ensemble de la population. Donc très clairement, mettons en place des mesures qui vont être contrôlés et puis essayons de voir comment on peut dès à présent réduire la consommation d'énergie pour passer l'hiver le plus sereinement possible. D'accord pour ces petits gestes du quotidien qu'on demande aux particuliers, mais très sincèrement, ce ne sont pas d'abord les entreprises, les industries qui sont responsables de cette consommation? Alors, il va falloir également regarder au niveau des industries et là, ça impliquera une concertation avec ces dernières pour voir quand est-ce qu'on peut interrompre ces dernières en échange d'une indemnisation, voire complètement arrêter leur production et à ce moment-là, il faudra prendre en compte évidemment des mesures telles que le chômage partiel. On le sait, l'industrie est un poste de consommation qui est évidemment très consommateur. En hiver, il faudra sûrement faire des arbitrages. Par exemple, est-ce que l'industrie automobile est indispensable en hiver comparé au chauffage des particuliers? Et c'est ce genre d'arbitrage que le politique devra effectuer dans les mois à venir. Merci beaucoup pour ces éclairages que vous nous avez apportés, Phuc Vinh Nguyen, chercheur en politique française et européenne de l'énergie à l'Institut Jacques Delors. On se retrouve dans un instant pour parler notamment, et c'est lié malheureusement, à cette nouvelle vague de chaleur à cause du changement climatique. Troisième vague de chaleur depuis le mois de juin que nous traversons actuellement dans l'Hexagone et ça va être au pic dans le milieu de la semaine, mercredi précisément pour l'ensemble du territoire. On vous en parle dans notre édition de midi 25. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Installez-vous en toute sécurité devant votre programme avec Modif.fr, le spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Téléchargez gratuitement l'application BFM TV. Recevez les alertes infos pour ne rien rater. Regardez la chaîne en direct. À tout moment, nos contenus exclusifs. Mais aussi, écoutez BFM Radio et les podcasts. BFM TV, première sur l'info. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, la Tunisie est à partir de 399 €, tout compris. Donna, c'est ma salade plaisir. Une jolie salade, des tomates cerises et du maïs pour le plein de fraîcheur, du bon poulet rôti français, c'est ma pause gourmande. Donna, le plein de vie. Les grands de la Formule 1. Collectionnez les modèles les plus spectaculaires pour la première fois à l'échelle 1/24e. Le numéro 1, 14,99 € chez votre marchand de journaux. Acheter chez Autosphère. Et ils ont du choix. T'as le choix entre plus de 25 marques et plus de 15 000 véhicules. T'as le choix dans plus de 250 points de vente partout en France. Ou sur Internet. Pour bien choisir, choisissez Autosphère. Eh ouais. Découvrez notre sélection de véhicules à petit prix en concession et sur autosphère.fr. Vous rêvez d'indépendance? Ne vous fâchez pas. Groupe Verlaine installe chez vous une centrale solaire de 3 kg pour produire votre électricité en toute autonomie au prix unique de 7 900 €. Oui, 7 900 €. Consultez nos experts sur groupeverlaine.com ou en composant le 3620 et dites Groupe Verlaine. Pourquoi un compte, ça coûte bonbon? Et pourquoi une carte, ça coûte un bras? Et pourquoi tout ça, ça coûte la peau des fesses? Avec Nickel, un compte, ça coûte juste 20 €. Oui, 20 €. Alors, qui dit mieux que moins cher? Qui?
Nickel, un compte, une carte, un RIB. En 5 minutes chez votre buraliste. Rejoignez le mouvement. La Citroën C4 WRC 2008 de Sébastien Loeb. Montez pas à pas cette légende du rallye. Le numéro 1, 50 centimes seulement chez votre marchand de journaux. La Montagne Noire, c'est le terroir de nos saucissons Montagne Noire, la fierté de notre coopérative. Ici, en Occitanie, nous prenons le temps pour qu'ils révèlent tout leur caractère. Montagne Noire, le temps du terroir. Frisque, rebooste-toi. Maintenant, triple fraîcheur pour 2 heures d'haleine fraîche avec Frisque Clean Breath. Retrouvez votre programme avec AssurePeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Installez-vous en toute sécurité devant votre programme avec Modif.fr, le spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Midi 25, c'est l'heure du journal des sports avec Ilia Grandjean. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Bonjour Lian. Bonjour à tous. Ça sent la reprise pour le football. On commence avec le Trophée des Champions. Première compétition de l'année, 20h ce soir. Premier match officiel pour le nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier. C'est un match PSG-Nantes. Exactement. Et c'est le Trophée des Champions. Le Trophée des Champions, c'est le vainqueur de la Ligue 1, le PSG, contre le vainqueur de la Coupe de France, le FC Nantes. Oui, premier match de Christophe Galtier qui est arrivé cet été à la place de Mauricio Pochettino. Il pourrait déjà remporter son premier trophée avec le Paris Saint-Germain. Le PSG qui a perdu l'année dernière ce Trophée des Champions face à Lille. Et en tout cas, Christophe Galtier, il a déjà gagné la confiance de son capitaine, Marquinhos. Le coach il nous a montré cet aspect humain et nous a montré un schéma des jeux différent de ce qui s'est passé avant. Et voilà, ça c'est des bonnes choses qui vont nous apporter, surtout dans une longue saison. Ça sera un match qui sera à Tel Aviv pour la 2e année consécutive face à Nantes. Nantes qui a donc gagné la Coupe de France. C'était son premier trophée depuis 2001. Donc il y aura une volonté de gagner un 2e trophée. Du côté de Nantes, l'entraîneur, il est bien connu du Paris Saint-Germain. C'est Antoine Comboiré. Il y a joué et il a entraîné au début de l'ère Qatari le PSG. Il y a foot toujours, la Ligue 2 hier, la première journée et un match nul prometteur pour les Girondins de Bordeaux. Oui, prometteur parce que le début de saison, la pré-saison a été très compliquée pour les Girondins de Bordeaux. Ils ont su à la dernière minute qu'ils allaient être maintenus en Ligue 2. C'est pour ça qu'ils ont mis cette banderole. On a frôlé la mort. Ça va nous rendre plus forts. Le public qui était là, 22 000 personnes, 22 000 places offertes par le club aux supporters pour les remercier de leur soutien. Mais match nul 0-0 face à Valenciennes. Un autre relégué, Metz, lui a parfaitement débuté cette Ligue 2, une victoire 3-0 face à Amiens, les buteurs lorrains Gay, Mikotadze et Nian juste après la pause. Metz démarre très fort, tout comme Guingamp qui a gagné 4-0 face à Pau, qui est leader après une journée bien sûr de Ligue 2. La Ligue 1, elle, reprend le 5 août prochain. Le cyclisme, le Tour de France femmes s'arrête aujourd'hui sans plus beaucoup de suspense. Non, finalement, hier, le suspense a été tué par une néerlandaise, Annemiek van Vleuten. Elle était malade au début du Tour de France, pourtant c'était la grande favorite. Mais hier, une fois que les difficultés sont arrivées, elle a dominé tout le monde. Elle gagne avec 3 minutes 16 d'avance sur la deuxième. Elle est partie à 62 km de l'arrivée. Elle a 39 ans. Elle a gagné 3 fois le Tour d'Italie. Elle est championne olympique. Elle est triple championne du monde. Les Juliette Labousse, la Française 4e du classement général, a été impressionnée par la néerlandaise. C'est plus que réveillé même, elle nous a bien écrasé aujourd'hui. Mais non, c'était vraiment super dur. J'étais contente d'être dans un bon groupe parce qu'on a vraiment roulé bien ensemble tout le long de la course, donc heureusement. Mais c'était vraiment dur. Elle devrait gagner ce Tour de France parce qu'elle a largement assez d'avance. Mais attention, aujourd'hui, dernière étape, on arrive sur la super planche des belles filles. Des pentes à 24%. Ça monte, tout peut se passer encore. Planche des belles filles, tout un symbole pour le super planche des belles filles. Merci beaucoup, Ilia Grandjean. C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Il fait déjà très chaud à la mi-journée. Les températures remontent pour les prochains jours. Guillaume Séchet pour les détails. Prenez la direction de votre programme avec Ulysse, la solution de télépéage, recharge électrique et stationnement. La météo avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence.
Après une énième nuit tropicale, on se baignait déjà tôt ce matin à Menton. Et pour cause, d'ailleurs, les températures de l'eau de mer sont très élevées. Actuellement en Méditerranée, 27 degrés à Menton, avec cet air très chaud qui remonte progressivement du Sahara de nouveau. On va donc connaître une troisième vague de chaleur dans les prochains jours, avec quand même ces nuages bas situés entre la Bretagne, Paris et Lille ce matin, qui devraient finir peu à peu par se dissiper. En tout cas, il y aura beaucoup de soleil cet après-midi sur la plupart des régions, avec des températures toujours très élevées, 31 degrés à Paris jusqu'à 36 degrés à Marseille. Et ce n'est pas terminé, puisque cette chaleur va encore s'intensifier dans le sud demain. Alors demain matin, on aura des températures à peu près similaires à celles de ce matin, mais demain après-midi, il fera jusqu'à 37 degrés à la fois à Montpellier et Perpignan, 29 degrés à Paris, mais là aussi, ça va remonter à partir de mardi. Dans 8 secondes, vous êtes arrivé. C'était votre programme avec Ulysse, la solution de télépéage, recharge électrique et stationnement. C'était la météo avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Midi 30, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur BFM TV, c'est le live week-end. Et à la une de l'actualité, cette troisième vague de chaleur qui est attendue sur la France à partir d'aujourd'hui. La sécheresse qui s'accentue et le risque d'incendie qui est élevé dans le sud de la France. On fera le point dans le Gard avec Thomas Herman dans cette édition et également en plateau avec le lieutenant-colonel David Hanotel, représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Combien allez-vous gagner grâce aux mesures du gouvernement en faveur du pouvoir d'achat? On fera la liste des coups de pouce sur lesquels les sénateurs vont à leur tour voter ce projet vendredi soir. Et on fera les comptes surtout. Qu'est-ce que ça va changer dans votre porte-monnaie? Passionné, courageux et parti beaucoup trop tôt. Mathys Bellon est mort à seulement 8 ans. Cette graine de champion de la MotoGP a succombé à ses blessures après une chute sur un circuit italien. Nous serons dans un instant avec Samuel Bellon, le parrain de Mathys. Mais tout d'abord, la météo, il va faire encore très chaud, très sec aujourd'hui. Avec cette troisième vague de chaleur, on en parlera, qui va débuter. Conséquence, Météo France alerte encore une fois sur le risque élevé de feux d'incendie dans le sud, sur les 25 massifs forestiers des Bouches-du-Rhône qui étaient encore fermés au public hier. Vous allez le voir, 11 le restent encore aujourd'hui dans ce département et les 14 autres sont interdits pour les travaux à partir de 13h. Alerte maximale donc pour les feux de forêt ce week-end. On va déjà dresser un bilan des incendies qui sont intervenus hier, notamment dans le département du Gard, où on retrouve Thomas Herman à Millau. Si on prend la journée de samedi, c'est notamment dans l'après-midi où on a eu plusieurs dizaines de départs de feu. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont tous été maîtrisés par les sapeurs-pompiers, puisque c'était une journée sous haute surveillance pour l'ensemble des autorités en matière d'incendie. On va vous parler de 2 incendies. Le premier, celui à Cals, dans les Pyrénées-Orientales. Ce feu est désormais fixé. Il a parcouru 150 hectares de végétation, avec un dispositif tout de même assez important, puisque ce feu s'est déclaré hier en milieu d'après-midi avec un Mistral assez important, jusqu'à 40 km/h, avec donc 337 sapeurs-pompiers mobilisés sur le terrain, mais également 3 Canadair ainsi que 2 Dash et un hélicoptère bombardier d'eau pour essayer de fixer ce feu. Ce feu a été fixé ce matin aux alentours de 8h30. Il y avait un risque important tout de même de propagation dans ce secteur au vu des conditions météorologiques. Deuxième incendie, là nous allons dans les Bouches-du-Rhône, celui de Châteauneuf-les-Martigues, qui s'est déclaré lui en fin de journée très tardivement, vraiment limite au coucher de la nuit. C'est pour ça que les sapeurs-pompiers sont intervenus là aussi assez rapidement, avec une centaine de pompiers des Bouches-du-Rhône ainsi qu'un hélicoptère bombardier d'eau, là pour faire une opération plutôt chirurgicale pour tenter de contenir ce feu avec cet hélicoptère bombardier d'eau, puisque celui-ci était dans une zone habitable, mais là aussi aucune habitation habitée, je précise, n'a été détruite. C'est pour vous dire qu'hier il y a eu de l'activité pour l'ensemble des sapeurs-pompiers, notamment du secteur Méditerranée. Et ces risques incendie, on en parle avec notre invité, le lieutenant-colonel David Hanotel. Merci d'être resté avec nous. Vous êtes le représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. On le disait tout à l'heure, tous les ingrédients sont un peu réunis malheureusement pour provoquer d'éventuels feux. Il y a la chaleur, il y a la sécheresse et il y a le vent. Oui, c'est la règle des 30 bien connue chez nous, 30 km/h
de vent, 30 degrés, une hygrométrie, un taux d'humidité inférieur à 30%, bien souvent en pleine journée inférieur à 10%. Je précise par ailleurs que sur le feu des Pyrénées-Orientales, le feu est désormais maîtrisé. Donc on est encore une fois sur une situation qui se termine bien. Bien évidemment trop d'hectares brûlés, mais en tout cas pas de dégâts matériels majeurs et surtout bien évidemment des vies humaines totalement préservées, juste un blessé léger chez les sapeurs-pompiers. C'est ce qui a souligné, on le répète maintenant depuis plusieurs semaines, mais que ce soit dans le sud-ouest ou dans le sud-est, pour l'instant, les dégâts matériels restent contenus et bien évidemment, le plus important, il n'y a pas de perte de vie humaine. Donc c'est ce qu'on s'efforce de faire en permanence et qu'on continuera durant toute cette saison qui, a priori, va encore durer de nombreuses semaines puisque nous ne sommes que le 31 juillet. On est sur des chiffres de surface brûlée très très importants et une énième vague de chaleur qui arrive et qui va peser sur nos effectifs. Comment éviter ces gigantesques incendies l'été en France? Il y a de la prévention basique, classique à faire? Oui, il y a de la prévention basique. On s'efforce de militer au sein de la fédération pour éduquer le citoyen un petit peu plus à la sécurité civile, à tout ce qui va être les bonnes habitudes, sans doute renforcées. Il y a un programme en cours sur l'apprentissage du secourisme, des gestes qui sauvent, mais il y a certainement des actions à mener plus largement sur un message de prévention à donner dès le plus jeune âge et à faire perdurer tout au long de la vie et à différentes étapes de la vie. Et puis, il y a le dispositif de prévention sapeurs-pompiers, des moyens de sécurité civile de l'État, des services départementaux d'incendie de secours locaux, par le biais des avions, des moyens aériens et du guet aérien armé qui sont en rotation sur des circuits prédéterminés, et puis des dispositifs de prévention, des moyens de secours, avec des renforts zonaux, des renforts extra-zonaux qui viennent de l'ensemble de la France en fonction du risque avéré. Alors, on sait qu'on vous fait répéter, mais c'est très utile à la population de l'entendre jour après jour, c'est pas grave. Quels sont les gestes justement à adopter, ceux à éviter surtout en cette période d'été pour éviter tout départ de feu? Alors, vous avez évoqué les massifs forestiers, pour certains qui sont interdits d'accès, donc là la question ne se pose pas, mais il y a ceux qui sont avec un accès déconseillé, donc on ne peut qu'inviter les personnes à reporter leur visite et leur promenade dans ces massifs, qui plus est sur des journées particulièrement chaudes. Il y a le fameux conseil du mégot à ne pas jeter par la fenêtre et lorsqu'on se balade également de le garder grâce à un petit dispositif adapté avec soi. Les travaux à proximité de son habitation lorsqu'on est dans une région et dans une zone boisée ou avec une strate herbacée à proximité, donc avec un risque d'étincelles et de départ de feu. Et puis tout ce qui va toucher au barbecue, à un côté un petit peu festif, et le réaliser dans un espace totalement sécurisé. Il faut aussi alerter très précocement de tout départ de feu, parce que ça aide énormément les pompiers. Oui, tout à fait. Alors, on a tendance à se dire que des fois, on est appelé pour rien, mais ce n'est pas grave. Lorsqu'il y a un doute, lorsque les personnes constatent de la fumée sur une zone qu'ils savent habituellement sans présence de fumée, d'alerter très rapidement les services de secours à l'aide sur le 18 ou le 112, puisque l'action sur un feu naissant est primordiale et on le répète effectivement assez régulièrement. Tout démarre dans les 10 premières minutes et c'est cette action des premiers intervenants qui va être déterminante pour la suite de l'intervention. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et ces conseils, lieutenant-colonel David Hanotel. Dans l'actualité également, il y a ce projet de loi d'urgence en soutien au pouvoir d'achat qui a été donc adopté en première lecture au Sénat vendredi soir avec quelques amendements, retraite, remise à la pompe, prestations sociales, des mesures pour aider les Français à faire face à cette inflation de 6,1% en juillet par rapport à l'an dernier. Et après l'Assemblée nationale, c'est donc le Sénat qui a adopté ce projet de loi. Guillaume Marquis, qu'est-ce que les sénateurs précisément ont adopté ? La prime Macron, le plafond de la prime Macron va bien tripler. On va passer de 1 000 € maximum à 3 000 maximum. Et ça peut monter à 6 000 € si dans votre entreprise, il y a un accord d'intéressement. Ça, c'est la prime Macron. Ensuite, retraite et allocation. Beaucoup vont être augmentés, plus 4%. Et puisqu'on parle d'allocation, la fameuse allocation adulte handicapé va bel et bien être déconjugalisée. En clair, si une personne en situation de handicap se met en couple, son allocation adulte handicapé ne va pas baisser. Enfin, la hausse des loyers va être limitée à 3,5% sur ce qu'on appelle les loyers classiques. Et pour les loyers commerciaux, des PME, eh bien là, ça va être
mettre un coup de pouce aux commerçants. Là encore, la hausse va être limitée à 3,5%. Et Guillaume, dans ce qu'on vient d'entendre, il manque des mesures, comme par exemple la suppression de la redevance audiovisuelle. Pourquoi ? Parce que la redevance et plusieurs mesures dont on a parlé autour du pouvoir d'achat ces dernières semaines, ça ne fait pas partie du projet urgence pouvoir d'achat, ça fait partie d'un autre projet de loi qui s'appelle le PLRF, le projet de loi de finances rectificative. Ça, c'est un autre projet, c'est discuté chez les sénateurs à partir de lundi. Il sera notamment question d'une taxe sur les superprofits. Voilà pour toutes ces mesures très concrètes. On va les décrypter avec vous maintenant, Michel Rumi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et professeur à Sciences Politiques. Également en ligne avec nous par Skype, François Patriat, sénateur de la Côte d'Or, président du groupe Bonjour. Renaissance au Sénat. François Patriat, tout d'abord, c'est une satisfaction, j'imagine, pour le camp de la majorité présidentielle, l'adoption de ce projet de loi ? Écoutez, je vois déjà que les 3 projets de loi que le gouvernement avait décidé de proposer, le premier était l'urgence sanitaire, sur lequel le Sénat a rétabli l'article qui avait été supprimé à l'Assemblée avec une commission mixte paritaire positive, ce qui fait que le texte a été adopté, l'état d'urgence est supprimé. Le texte de loi sur le pouvoir d'achat a été examiné au Sénat dans un climat responsable, avec des débats qui ont été parfois forts, jeudi et vendredi, et j'espère que dès lundi, nous aboutirons à une commission mixte paritaire positive qui permettra au texte d'être adopté dès mardi ou mercredi. Reste que demain, nous serons au Sénat pour examiner le projet de loi de finances rectificative que vous avez évoqué à l'instant, dans lequel il y a des mesures fortes qui viennent s'ajouter au paquet global. Dans le paquet pouvoir d'achat, il y a des mesures qui ont été prises par décret. Il y a des mesures, c'est ce qui concerne les retraites, les points d'indice et la revalorisation des minima sociaux, des choses qui ont été prises dans le texte pouvoir d'achat et dans le projet de loi de finances. Compte tenu des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale, en commission, sur ce dernier texte de loi qui doit aboutir avant la fin de la semaine, j'espère que là encore, nous aurons une commission mixte positive pour faire en sorte que toutes les mesures soient applicables dès maintenant, comme elles sont dès le 1er juillet pour certaines, pour le pouvoir d'achat des Français. Donc vous semblez satisfait de ce compromis qui a pu être trouvé également avec le Sénat pour aboutir à ces mesures. Est-ce que pour autant elles sont suffisantes selon vous pour donner ce coup de pouce d'urgence aux Français ? Je crois que Bruno Le Maire a dit lui-même que le fait de mettre dans ce paquet global 20 milliards et d'y rajouter à la demande des parlementaires 350 millions à l'Assemblée, 350 millions au Sénat, parce que ça concernera aussi les collectivités locales qui ont des difficultés compte tenu du hausse du coût de l'énergie et parfois le point d'indice. Le gouvernement a souhaité ne pas aller au-delà de 20 milliards 700 millions. Alors il y a des mesures que d'autres pays ne prennent pas. On m'a cité d'autres mesures que les pays prennent, mais je pense que c'est un effort conséquent. Il ne faut pas en parler en milliards ou en somme globale. Il faut parler en concret pour ce que ça veut dire pour les Français. En matière, par exemple, à la pompe, 30 centimes qui est fait par le gouvernement pendant 2 mois, 20 centimes auxquels s'ajoutent celles que vont fournir les pétroliers. Ça veut dire qu'on aura un carburant demain qui avoisinera les 1,50 € au 1er octobre. Voilà des mesures concrètes. Celles qui concernent aussi la hausse des loyers, les retraites, tout ça, c'est des mesures qui vont se traduire concrètement en pouvoir d'achat, 550 € pour les commerçants. Ce sont des mesures concrètes plutôt que de parler en volume global. Nous disons que toutes les catégories sociales sont concernées par les mesures pouvoir d'achat et je pense que c'est bien. François Patriat, vous restez avec nous. Michel Rumi, vous qui êtes économiste, vous pensez aussi qu'il va y avoir des effets réels sur nos comptes en banque dans les prochaines semaines ? Alors, première des choses, c'est que le projet de loi a essayé d'être pragmatique en distinguant, on va dire, les mesures conjoncturelles, les impacts conjoncturels liés aux incertitudes géopolitiques et économiques, puis en même temps les impacts sur les finances publiques et de façon structurelle. Donc c'était une pondération. Après, maintenant, la difficulté, c'est que, par exemple, le pouvoir d'achat sur le gain de pouvoir d'achat sur l'essence favorise plus les provinciaux que les urbains qui ont on va dire, des transports collectifs. Donc ici ou là, bien sûr, il faut essayer de satisfaire tout le monde, mais la grande difficulté est que parfois il peut y avoir ici ou là des personnes qui risquent d'être laissées pour compte, entre guillemets, mais tout l'avenir, en fait, c'est la question qui se pose, c'est est-ce que l'État et le gouvernement doit-il compenser intégralement la hausse des prix et la perte de pouvoir d'achat, ou doit-il demander, pour certains, à pouvoir supporter un peu plus que d'autres la hausse des coûts. Par exemple, on a parlé d'une taxe sur les super profits. Elle a une chance d'arriver, cette taxe ?
En fait, la taxe sur les super-profits, elle est, on va dire, en théorie, justifiée dans la mesure où on considère que, pour ne parler que de Total, eh bien, est située et résulte d'une situation de rente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de productivité ou de gain d'innovation. Et donc, cette rente s'est faite au détriment de pouvoir d'achat des ménages pour lesquels, on va dire, souvent, les dépenses de carburant sont des dépenses contraintes. Donc, c'est vrai que sur le plan, ça peut sembler légitime. Maintenant, après, ça pose d'autres problèmes plus pratiques, dans la mesure où la fiscalité française est basée sur la territorialité et Total a très peu de chiffre d'affaires en France. Ça pose le problème d'attractivité parce que ça veut dire que au gré des évolutions, on va mettre une autre fiscalité, donc une perte d'attractivité de la France, alors qu'on avait il y a quelques années, on perdait un peu ce problème-là. Et puis dernière chose, c'est que à supposer qu'on la mette, ça pose le problème aussi que Total aurait une double taxation au niveau de ses résultats. Et donc là, il convient peut-être de réfléchir, je ne dis pas le contraire, mais convenablement, et de voir un peu comment une entreprise peut faire des efforts, sachant que par exemple les 20 centimes qu'elle l'a fait, c'est à son initiative, donc du domaine privé, non pas forcément ce qui peut s'interrompre dans le temps. Merci beaucoup pour ces explications. Michel Remy, économiste, professeur à Sciences Po. Merci également François Patria d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans le Live Weekend, sénateur de la Côte d'Or et président du groupe Renaissance au Sénat. On en vient à présent à une toute autre actualité bien plus tragique, la disparition de cette graine de champion âgé d'à peine 8 ans. Grand espoir de la MotoGP, Mathys Bellon est décédé jeudi dernier. C'était à la suite d'une course en Italie. Avant d'entendre le témoignage de son parrain dans un instant, on va revenir sur cette trajectoire stoppée trop tôt de ce petit garçon aussi prometteur que courageux. Reportage d'Isabelle Golens, Claire Vigouifès et Marano avec Nicolas Laurent. Son visage était celui d'un des plus grands espoirs du sport mécanique français. L'ascension spectaculaire de Mathys Bellon, 8 ans, s'est brutalement interrompue lors d'une course de moto en Italie, le 22 juillet dernier. Peu après le départ, le jeune enfant chute au sol, avant d'être percuté violemment par ses concurrents. Un scénario de course dramatique, raconté par son entraîneur. Une chute basique, comme on peut avoir en entraînement, en course, une chute vraiment sans gravité. Malheureusement, les pilotes derrière lui arrivent à l'éviter, mais le groupe de derrière ne parvient pas à l'éviter. Il se fait percuter par 2 motos. Hospitalisé en urgence en Italie, il est plongé dans le coma, puis rapatrié à Montpellier où il décède 6 jours plus tard, après plusieurs arrêts cardiaques. À Fréjus, c'est tout un club automobile qui est bouleversé par sa disparition. J'ai jamais eu un pilote aussi rapide et jamais connu un pilote aussi rapide avec autant de compétences à cet âge-là. Aujourd'hui, Mathys arrivait à faire des choses que des champions du monde au même âge n'arrivaient pas. Originaire de La Réunion, Mathys avait rejoint la Côte d'Azur l'an dernier avec ses parents. Son objectif, briller sur les circuits de la région. C'était un petit garçon tout plein de joie, tout plein de gaieté, jamais fatigué, qui adorait faire du sport. Donc il a fait aussi depuis très tôt du vélo à l'âge de 2 ans. En deuil, le monde du sport mécanique salue le champion qu'était Mathys. L'idole du jeune réunionnais, le champion du monde de MotoGP, Fabio Quartararo, lui a également rendu hommage. Et comme promis, nous sommes en direct avec Samuel Bellon. Vous êtes le parrain du petit Mathys. Merci beaucoup de témoigner ce matin sur BFM TV. Tout d'abord, on a envie de vous demander comment les parents de Mathys, vivez-vous depuis le décès donc, de ce petit garçon de 8 ans? Bonjour à tous. On le vit très difficilement, ça c'est sûr. Et on a perdu notre petit ange aussitôt, qui nous donnait autant d'amour, autant de joie, qui savait rassembler la famille, les amis. C'était, on va dire, un peu le pilier quand même. Eux aussi, petit qu'il était, c'était quand même le pilier de la famille. Il a grandi dans une famille où il y avait beaucoup d'amour fusionnel entre son père, sa mère, sa petite sœur. Donc voilà, il était très proche également de ses cousins et cousines. Donc c'est sûr qu'en ce moment, c'est pas du tout évident d'accepter cette tragédie. On a entendu dans le reportage qu'on vient de diffuser les traits de caractère de ce petit Mathys, qu'il était déjà très prometteur dans sa technique, dans sa discipline. Le courage caractérise également Mathys. C'est assez étonnant pour un enfant, mais vous allez nous en parler. Il avait souhaité faire don de ses organes, c'est bien ça? Il l'a fait?
Oui, Mathis, je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'est vrai qu'il a tout, des hauts de ses 8 ans, peut préparer un peu tout en amont pour faire entendre qu'il souhaitait, entre guillemets, quoi qu'il arrive, qu'il continue sa vie à travers les autres, qu'il donne, pas parce qu'il y a une tragédie, qu'il donne la vie aux autres, que ça doit continuer parce qu'il nous donnait beaucoup d'amour, il nous a donné beaucoup, même si c'était très très court. C'est quelque chose qui n'était pas évident pour nous de l'entendre, de l'accepter et qu'il a réussi, ce petit gamin, à nous faire comprendre, nous faire entendre raison pour qu'on accomplisse sa volonté. Mais c'est très étonnant quand même. Comment est-ce qu'un enfant d'un si jeune âge peut exprimer ce genre de souhait de fin de vie quand on est aussi jeune? Comment est-ce que ça lui est même venu à l'idée? On a un peu du mal à comprendre. On est une famille très croyante et il nous a toujours envoyé des signes. Il communiquait avec son père à travers, quand on lui posait une question, quand il était à l'hôpital, il arrivait à mettre son cœur à 123, ce qui correspondait au chiffre de moto de son père. Et quand ils étaient petits, il jouait toujours à 1, 2, 3, partez. C'est pour ça que mon frère, qui était champion de la Réunion de moto, il a eu son numéro de course, c'est le 123. Et c'était un code pour eux, entre eux. Et ça a toujours été le cas depuis petit. Ils ont leur code, ils ont leur habitude. Voilà, Mathis, il a des choses, il y a plein de signes qui sont arrivés. Comme il a toujours été fan des Fabio Quartararo, il aurait voulu ce week-end être au Luc, je crois, parce que Fabio Quartararo devrait se rendre. Et sans qu'on ait quoi que ce soit à faire, mais non rien, nous avons eu un hommage de Fabio Quartararo sans que personne ne l'ait demandé. Donc je pense que ce petit, même qu'on s'en rend pas compte, il a soulevé des montagnes et il va continuer à travers ce qu'il a dit, de faire des choses qu'on nous-mêmes, on n'avait pas conscience. Voilà pour le témoignage de ce parrain du petit Mathis. À tout de suite. Si tu as envie d'un appart, City. Votre programme avec Citia Immobilier. Et c'est le moment de nos rendez-vous avec les vacances, des idées de visite qui sortent de l'ordinaire. On va découvrir aujourd'hui la culture viking tout en restant dans l'Hexagone. C'est possible grâce au parc historique de Hornavik. C'est en Normandie. Espace viking, village carolingien, le lieu, vous allez le voir, est construit avec les mêmes moyens qu'à l'époque et animé essentiellement par des bénévoles. La visite vous est offerte par Camilla Giudice et Paul Biloquet. Nous voilà immergés dans un village viking. Entre une séance de maniement de leurs armes et la conduite d'un drakkar, les visiteurs sont séduits. C'est vraiment génial. Les différents métiers, les explications, le fait qu'on redécouvre peut-être des métiers disparus. Je trouve que c'est très intéressant, on apprend plein de choses. Parmi les métiers à découvrir, les tailleurs de pierre. En tenue d'époque et équipé des outils du XIe siècle, ce bénévole s'affaire devant les visiteurs, tout comme au Moyen-Âge. Une fois qu'on a fait les ciselures, on voit ce qui reste comme matière à dégrossir. Donc on le fait à la broche. La mission de ces artisans est double. Construire une église carolingienne en suivant des techniques historiques, tout en expliquant leur savoir-faire aux curieux. Et c'est d'ailleurs bien ce qui leur plaît. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de partager le côté musée vivant, si vous voulez, du parc, ou de ne pas faire les choses en autarcie, mais de les transmettre, et de partager notre savoir, et aussi voilà, peut-être de déclencher des passions. La magie opère depuis 2011, date d'ouverture du parc sous l'égide d'historiens, pour faire connaître les origines de la Normandie et faire tomber certains clichés sur les Vikings. Montrer d'où ils viennent, pourquoi ils sont partis, pourquoi ils se sont intégrés, et donc pour aussi démystifier un peu le côté barbare des Vikings, puisqu'ils n'étaient pas que des barbares, c'était aussi d'excellents navigateurs, d'excellents commerçants. Chaque été, ce sont environ 10 000 visiteurs qui viennent ici prendre un cours d'histoire bien vivant. Si tu as envie d'un appart, City. C'était votre programme avec Citia Immobilier. Et tout de suite, c'est l'heure de ma recette avec un chef. Autre rendez-vous de l'été sur BFM TV. Plat de saison, ce dimanche midi, idéal par les temps de forte chaleur. Salade grecque, c'est léger. Pas si simple à faire. Regardez Aldine François avec le chef du Georges V. Votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. On se retrouve ici au Georges V, au Four Seasons, avec le chef Alan Thodon. Salut Alan. Ça va? On a envie de voyager.
Et pour ça, eh bien, aujourd'hui, on a vraiment la recette idéale, une salade grecque, une vraie salade grecque comme à Athènes, comme à Paros. Et pour ça, il faut des bons ingrédients. Il faut des bons ingrédients, c'est-à-dire des tomates, de l'oignon, du poivron, un peu de capre, un peu d'olive, un peu de concombre et la célèbre feta. C'est parti? Bon, ben, je suis ton commis. Je vais te faire travailler un petit peu. Alors, toi, tu vas commencer par me tailler la tomate. La tomate. Ouais, parfait. Voilà, pas trop petit, hein. Hop là, 3 tomates. 3 tomates, ouais. Alors, le concombre, paf. Ouais. Là, moi, toi, je le coupe en 4. Je vais te le donner tout de suite. Juste, moi, j'enlève les pépins. Ça donne trop d'eau? Ça rend trop d'eau? C'est pas très digeste, en fait. Donc, je te les enlève un peu. Hop, voilà. Pareil, tu veux des gros morceaux? De la même taille de la tomate. On va essayer de rester tout de la même taille. Et donc, l'oignon, je vais te l'épargner. Oh, si, tiens, allez. Tu veux me faire pleurer? Ce qui est bon, je trouve, c'est des tranches comme ça. D'accord. Tu vois, pas trop... Des rondelles. Des petites rondelles, ouais. Ok. Et donc là, toi, tu as attaqué le poivron, tu les pépines. Alors j'enlève juste, voilà, toi, les petits pépins qui sont à l'intérieur. Alors le poivron, pareil, la découpe du poivron. La même taille que... Ça te va comme ça, les poivrons? C'est bien, t'as bien avancé. Là, on va mettre des petits capres. En fait, c'est où tu utilises des capres à l'huile et après tu prends des olives au vinaigre, un peu vinaigré, ou le contraire. Moi, j'aime bien avoir la balance des deux. Donc là, j'ai des capres au vinaigre et là, je vais avoir des petites olives noires. D'accord. Kalamata? Kalamata, exactement. Et maintenant, tu vas... La feta. Hop, tu prends tout, tu tournes. Oh, tu mets des petits cubes. Voilà. Et là, maintenant, là, tu vas me l'assaisonner. Un peu de sel, un peu de poivre. C'est déjà salé, la feta? Oui, mais tu vas voir. Le plus important de la salade grecque, c'est l'origan. Donc, hop, celui-là, tu vas voir, il est magnifique. Moi, je vais rajouter un peu d'huile d'olive. D'accord. Ah oui, alors tu prépares pas une vinaigrette avant? Non, en fait, c'est huile d'olive, quoi. Après, une salade comme ça, tu la laisses se reposer, tu vois, avec le sel que tu vas rajouter. Le jus de tous les produits que tu as mis là, tu vas voir, ils vont s'écouler et eux, ils vont faire une sauce, en fait. Nos petites feuilles de laitue romaine pour la présentation. Tu vois le jus, toi, qui s'est fait déjà, là? Ouais. Tu vois? Donc, tu rajoutes pas de vinaigre balsamique, jamais? Non, non, non. Regarde, on le voit bien, le jus. Toute la sauce qui s'est fait au fond, là. Là, des petits cubes bien frais, comme ça. On y est. On n'est pas loin de l'acropole, là. Merci, chef. Ah bah écoute, ça m'a fait plaisir. Pour cette recette simple, mais tellement efficace. Ouais. On va la manger ensemble, allez, viens. Salut. C'était votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Les paroles. La suite des rendez-vous de l'été de BFM TV, c'est l'heure de retrouver les secrets des tubes avec une chanson mythique que l'on a presque tous fredonné un jour. Si je vous dis merci maman, merci papa, tous les ans, je voudrais que ça recommence. Luc Heidi, Aïda. Alors, vous avez reconnu les colonies de vacances, les jolies colonies de vacances de Pierre Perret. Tube sorti en 66. Philippe Dufresne nous raconte tous les secrets. Votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Tous les ans, je voudrais que ça recommence. 1966, Pierre Perret débute sur une tournée d'été. Il rencontre une jeune chanteuse américaine qui lui souffle une idée, faire un disque sur des moniteurs de colo. Car au même moment, aux États-Unis, une chanson cartonne sur le sujet. Ça tombe bien, les colos, l'ami Pierrot connaît bien. J'avais été tellement souvent en colonie de vacances, mes parents m'envoyaient quand j'étais gamin tout le temps là, parce que c'était du temps du café et du pont. Ici on est aux petits oignons, j'ai que 8 ans mais je me débrouille. Pendant les vacances d'été, pour pas m'avoir sans arrêt dans les jambes avec les clients et tout ça, ils m'envoyaient en colo. Les jolis. Merci maman, merci papa. Le carnet d'écriture se remplit dans le HLM de Gennevilliers, où Pierre tente de trouver l'inspiration. Sa première auditrice, c'est sa femme, quand elle rentre du travail. Et ce jour-là, il a écrit 2 chansons. La première a pas eu l'air de la coller au plafond, mais la deuxième... Paraît qu'on a tous le typhus, on a le pétrus tout boutonneux. Je me dis, bon, alors celle-là, essaie de la continuer parce que... finis là. Hier j'ai glissé sur une chaise,
en faisant pipi dans le lavabo. La chanson est un succès, mais elle ne plaît pas à tout le monde. Madame de Gaulle, elle-même, va demander au patron de la radio publique d'interdire les colonies sur les ondes. Madame de Gaulle, ça lui faisait très peur, pipi dans le lavabo. Elle avait dit, nous souhaitons que vous ne programmiez plus cette chanson que nous considérons comme la honte de la France. Tous les ans. Pierre Perret avait vendu 100 000 exemplaires de son premier succès. Au moment des colonies, c'est 100 000 disques par jour qu'il écoule. Des millions de disques qu'ils ont dû vendre à cette époque-là. Donc voilà, ça a payé ma maison. Et surtout, la chanson est rentrée dans le patrimoine. Avec le Zizi, c'est une des plus demandées par le public. C'était votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Il est presque 13h sur BFM TV, vous êtes au cœur du live week-end. Un nouveau coup de chaleur sur toute la France, avec plus de 30 degrés attendus cet après-midi dans le sud-est. Cette vague va ensuite se déplacer vers le nord et la Belgique. Le pic des températures, ce sera pour mercredi. Direction la Drôme, dans un petit instant, l'un des départements où il fera le plus chaud aujourd'hui. À la une également, Volodymyr Zelensky ordonne l'évacuation des habitants de la région de Donetsk. Une mesure obligatoire pour, dit-il, échapper à la terreur russe. Dans le même temps, en Russie, Vladimir Poutine a présidé la parade de la journée de la flotte russe à Saint-Pétersbourg. Et dans son discours, il a vanté la puissance de son armée navale. Décryptage dans ce journal avec nos spécialistes. Et puis l'inquiétude grandit autour de la variole du singe. 2 cas mortels viennent d'être recensés en Espagne, qui est le pays le plus touché d'Europe. En France, les médecins appellent à accélérer la vaccination. On sera avec le docteur Bruno Megarban au cours de cette demi-heure. Commence malheureusement à s'habituer, et c'est reparti pour plusieurs journées de forte chaleur. C'est une nouvelle vague qui s'annonce, la 3e depuis le début de l'été. Il faut s'attendre à des températures supérieures à 30 degrés dès aujourd'hui dans le quart sud-est. Le pic, ce sera pour la semaine prochaine. On en parlera dans un instant avec nos spécialistes. Mais d'abord, sur le terrain, comment les habitants de la Drôme vivent-ils ces fortes chaleurs? C'est dans ce département qu'il va faire quasiment le plus chaud aujourd'hui. Et c'est là où vous êtes, Anne-Laure Bance, à Nyons, très précisément. Déjà très chaud à 13h. Tout à fait. Et les habitants ont eu à peine le temps de profiter d'un brin de fraîcheur pendant quelques jours, qu'une nouvelle vague de chaleur, vous le disiez Thomas, est en train de déferler sur la Drôme. Ici à Nyons, il fait 33 degrés aujourd'hui, très chaud, pas beaucoup d'ombre et le pic est attendu pour demain où on attend aux alentours de 36 degrés. Alors difficile de se rafraîchir parce qu'il n'y a plus le vent frais du matin. Les habitants tentent désespérément de chercher un petit peu d'ombre. Vous le voyez, il y a une famille qui est en train d'en profiter et puis de se rapprocher aussi des bords de l'Aigle. C'est une rivière qui traverse la ville de Nyons et dont le niveau est historiquement bas. Nous avons pu échanger avec un habitant qui vit ici depuis 13 ans et ce niveau-là, normalement, il est atteint en août. Alors vous voyez, il y a déjà un mois d'avance. La sécheresse se fait fortement ressentir également tout autour parce qu'il y a de nombreux vignobles de la Côte-du-Rhône qui entourent ce village et les récoltes ne vont également pas être bonnes à cause de cette sécheresse marquée. C'est la 3e vague de chaleur et ici, les températures vont rester élevées tout au long de la semaine. Le thermomètre ne descendra pas en dessous des 30 degrés. Merci Anne-Laure Bance, en direct de Nyons dans la Drôme avec Nicolas Deroussy pour BFM TV et Loïc Rivière nous a rejoint, spécialiste météo BFM TV, pour justement analyser ce dont vient parler dans la Drôme, en tout cas Anne-Laure Bance, et ça va se généraliser à tout l'Hexagone ces prochains jours et à continuer de faire très chaud pour cette donc 3e vague de chaleur déjà. Déjà, effectivement, cet été, rien que cet été, en réalité, on en a enregistré 45. Ce sera la 46e depuis les premiers relevés pertinents depuis 1947. Il faut noter que la moitié de ces vagues de chaleur ont été enregistrées ces 15 dernières années en réalité. Alors c'est un dôme de chaleur, un dôme anticyclonique qui est en train de se mettre en place et peu à peu, les fortes chaleurs vont monter du Maghreb et d'Espagne avec une bouffée notamment entre mercredi et jeudi qui va gagner le nord du pays. Ce sont d'abord donc les régions du sud qui seront concernées. Dans le sud-est, on se demande si la température a vraiment baissé en fait depuis le début de l'été. Dès demain, des pointes à 36, 37 degrés, probablement 38, 39 localement en direction de la vallée du Rhône et du golfe du Lion. Ça va s'intensifier également dans le sud-ouest du pays. Puis ça va remonter
jusqu'au Val-de-Loire. Pour la journée de mardi, on dépassera les 30 degrés également à Paris. Et là, on aura jusqu'à 36 degrés mercredi. Ce sera le pic de chaleur à l'échelle nationale. On va guetter quelques orages qui devraient arriver jeudi par le nord-ouest, un air un peu plus frais, maritime, qui devrait faire baisser les températures, mais bien trop lentement. Il faudra patienter jusqu'à vendredi en réalité pour retrouver des températures un peu plus raisonnables à l'est du pays. Donc vous voyez, ces pointes à plus de 35 degrés prévues dans les jours qui viennent. Ça pourrait bien remonter le week-end prochain, donc à surveiller cette chaleur qui a toujours beaucoup de mal à retomber. Merci Loïc. Et bonjour Françoise Vimeux, vous êtes climatologue à l'Institut de recherche pour le développement. On va continuer avec vous de parler de ces fortes chaleurs. Troisième vague, on le disait, qui touche la France. Franchement, il y a de quoi s'inquiéter sur notre futur, finalement très proche. Oui, en fait, ce que l'on vit cet été, c'est un bon aperçu, en fait, un avant-goût de ce que vont être nos étés dans les années et les décennies à venir, c'est-à-dire en moyenne des étés de plus en plus chauds et vont se superposer à ces moyennes de plus en plus importantes des vagues de chaleur, des canicules, qui seront certainement plus intenses et probablement plus longues. Oui, c'est ça, parce qu'il y a donc l'intensité, vous le disiez, il va faire de plus en plus chaud, mais cet été, il va peut-être commencer plus tôt et se terminer plus tard dans l'année. Oui, alors ces vagues de chaleur, ce à quoi on s'attend, c'est qu'elles puissent arriver de manière beaucoup plus précoce. Donc on en a eu un très bel exemple, si je peux m'exprimer ainsi, malheureusement, cette année, avec une vague de chaleur exceptionnelle début juin, exceptionnelle par sa précocité. On en a eu aussi un exemple assez récemment, en 2019, fin juin. Et peut-être peut-on rappeler que fin juin 2019, on a battu des températures, des records de température sur le territoire national. Les conséquences sont multiples. On a vu là très récemment cet été les incendies de forêt. La sécheresse également qui est particulièrement inquiétante. Oui, alors en fait, on est en train de vivre ce qu'on appelle dans notre jargon des événements extrêmes composites, c'est-à-dire qu'on a à la fois un événement extrême en termes de température, un ou plusieurs événements extrêmes en termes de température, et puis on a finalement une sécheresse qui est particulièrement sévère. On sait que depuis le 17 juillet, les sols atteignent des niveaux de sécheresse qui sont des niveaux records en fait sur le territoire national. Et donc finalement c'est la double peine. Au même moment on a deux événements extrêmes et bien sûr les conséquences sont multipliées. Parce que si on vous comprend bien, ces deux événements, donc la chaleur et la sécheresse, ne sont pas forcément directement liés. La sécheresse n'est pas juste la conséquence de la chaleur, ce sont deux événements qui arrivent concomitamment. Alors, c'est pas tout noir, tout blanc, c'est-à-dire que la sécheresse, au départ, c'est un déficit de pluie. On a des déficits de pluie au mois de juillet qui sont records. On a eu des déficits de pluie très importants au cours du printemps. Donc ça vient évidemment assécher les sols. Et le fait qu'on ait des températures particulièrement élevées, ça vient accentuer encore la sécheresse des sols par évaporation du peu d'eau qui se retrouve à la surface des sols. Donc les événements météorologiques ne sont pas forcément liés. C'est pas parce qu'on a des températures caniculaires qu'on doit avoir un déficit de pluie, mais finalement, un déficit de pluie associé à des températures très élevées conduit à une sécheresse très sévère des sols. Oui, c'est ça, les phénomènes finalement s'enchaînent, comme la température de la Méditerranée qui est extrêmement chaude en ce moment en raison des fortes chaleurs et qui ne peut pas rafraîchir la température. Alors en fait, ce qui se passe effectivement là, c'est qu'on a ce qu'on appelle une vague de chaleur océanique dans l'ouest de la Méditerranée, qui est la conséquence directe des températures très élevées dans l'atmosphère au-dessus de la Méditerranée. Donc ça vient en quelque sorte réchauffer les couches de surface. Et puis c'est surtout l'absence de vent qui fait qu'il n'y a pas de mélange possible verticalement dans la mer. Donc la température se maintient à un niveau particulièrement élevé. Et ça a des conséquences aussi vraiment très importantes sur les écosystèmes marins. Et tout ça donc procède, il n'y a plus de doute aujourd'hui du changement climatique, du réchauffement climatique. Oui, ça correspond tout à fait à ce qu'on attend dans un climat plus chaud. Ce qui se passe, c'est que le changement climatique vient en quelque sorte doper les événements extrêmes. Il y a toujours eu des événements extrêmes, mais le changement climatique nous conduit à une multiplicité de ces événements, à une intensification qui est beaucoup plus forte que le réchauffement lui-même, et puis à des événements qui vont être beaucoup plus longs. Et ça, c'est extrêmement perturbateur. On peut penser par exemple à l'impact de canicules longues sur notre santé.
Merci beaucoup Françoise Vimeux, c'était passionnant et inquiétant aussi. Un troisième vague de chaleur cet été à partir d'aujourd'hui et pour la semaine prochaine. On en vient maintenant à la guerre en Ukraine et Volodymyr Zelensky qui appelle les habitants de Donetsk à évacuer toute la région. Évacuation obligatoire pour les populations civiles afin d'échapper selon lui à la terreur russe. Les détails sur ces évacuations à venir avec Angie Louata qui est à Kiev pour BFM TV. Volodymyr Zelensky a expliqué qu'il se concentrait finalement sur sa marge de manœuvre, à savoir ces territoires de l'oblast de Donetsk en proie au combat, au bombardement régulier, quotidien même dans cette partie de l'Ukraine. Se concentrer sur sa marge de manœuvre, ça veut dire sauver les populations civiles qui sont encore dans des territoires administrés par sa propre armée. C'est le cas en l'occurrence de 200 000 personnes, précision faite par son gouvernement quelques minutes avant cette prise de parole que je vous propose d'écouter maintenant. Des centaines de milliers de personnes et d'enfants se trouvent toujours dans les zones de combat violents dans la région de Donetsk. Beaucoup de personnes refusent de partir. La décision de partir doit donc être prise à un moment donné. Plus il y aura de personnes qui quitteront la région de Donetsk dès maintenant, moins l'armée russe tuera de personnes. Irina Vereshchuk, la vice-première ministre ukrainienne, qui a donné plus d'éléments d'explication quelques minutes avant la prise de parole de Volodymyr Zelensky. Elle a dit notamment que les bombardements réguliers d'infrastructures liés à l'électricité et au gaz mettaient en péril les populations et les mettra encore plus en péril à partir de l'automne lorsque le froid reviendra dans le Donbass. Voilà pourquoi donc il faut sauver ces vies, évacuer ces populations civiles de force même, en tout cas en les obligeant à signer une décharge de responsabilité. Ces populations civiles qui ne souhaitent pas quitter le Donbass devront expliquer qu'elles le font à leurs risques et périls. Pour les précisions d'Angie Louata, Michel Goya et Sylvie Berman nous ont rejoints sur ce plateau. Michel Goya, on fait le point sur la situation dans cette région du Donetsk, à l'est donc du pays, dans le Donbass. Et donc cette situation qui reste critique avec des bombardements incessants. Ça a commencé par l'oblast de Lugansk et ça se continue. C'est la stratégie russe affichée. Oui, alors bon, les bombardements ont lieu dans toute la région. En fait, ont lieu aussi en réalité dans toute l'Ukraine. Mais là, ce qui se passe concrètement, c'est que le Donbass, la conquête du Donbass complète, c'est l'objectif affiché des Russes depuis maintenant le mois de mars, c'est officiel. Le Donbass, c'est deux provinces, Luhansk et Donetsk. La province de Luhansk est maintenant complètement conquise et aux mains des Russes et des séparatistes. Et l'objectif maintenant, c'est de s'emparer de ce qui reste encore contrôlé par les autorités ukrainiennes dans la province de Donetsk. Au passage, et donc autour de cette province sont réunis pratiquement les 2/3 des forces russes en Ukraine. Donc c'est vraiment l'objectif affiché premier et à atteindre le plus vite possible. Et après une pause de quelques semaines, de 2 semaines a priori, on assiste maintenant à une nouvelle offensive dans cette région, plus particulièrement au nord de cette région. Alors cette évacuation, elle intervient en réalité. Elle a déjà eu lieu, c'est-à-dire que 80% de la population a déjà évacué la zone. Il reste 200 000 civils selon les autorités. Alors qu'il va y en avoir 1 700 000 avant la guerre. Donc la majeure partie de la population est déjà partie. C'est une manière, et maintenant il s'agit de faire évacuer le reste autant que possible. Il s'agit à la fois évidemment d'épargner ces populations, parce que les Russes n'épargnent pas justement ces populations dans leur combat, où ils utilisent énormément de puissance de feu de manière très souvent indiscriminée. Donc c'est une manière d'abord de protéger ces populations avant le pire, de certaine façon, et non pas comme ça a pu être le cas à Mariupol où la population a été assiégée avant de pouvoir être évacuée, ce qui a donné l'occasion de nombreuses souffrances. Et en même temps, c'est deux autres aspects. C'est que ça facilite en réalité la charge de la défense, des défenseurs, des autorités ukrainiennes qui n'ont plus cette population à prendre en compte. Ils ne peuvent se consacrer que tous leurs moyens et leur attention qu'à la défense et au combat. Et en même temps, c'est une manière aussi de contredire le narratif russe qui, je le rappelle, dans le narratif russe, l'Ukraine est occupée par une clique de nazis qui prend en otage la population pour se protéger, qui prend la population comme bouclier.
Et en réalité, voilà, la situation est différente. Exactement. On va voir les images de ce qui s'est passé dans la matinée également, cette parade annuelle en Russie, cette fois-ci à Saint-Pétersbourg, présidée par Vladimir Poutine, une célébration de la flotte russe, avec ces images, ces défilés, ces démonstrations de toute la puissance de la marine russe. Sylvie Berman, c'est forcément de la propagande, aussi dans ce contexte de guerre en Ukraine. Oui, tout à fait. De toute façon, bon, c'est une parade qui a quand même lieu chaque année. Vladimir Poutine est pétersbourgeois, très fier de sa ville. Et là, c'est effectivement une démonstration de puissance. Il précise d'ailleurs que cette marine est prête à intervenir sur toutes les mers. Et c'est vrai que en mer Noire, elle a quand même subi des déboires, avec en particulier le Moskva, navire amiral qui a été coulé. Et là, il réaffirme non seulement la puissance, mais il rappelle qu'elle est dotée également d'armes hypersoniques. Depuis 2018, il ne cesse de vanter ces armes-là, en rappelant que la Russie est le seul pays qui en dispose jusqu'à présent. C'est quoi, Michel Goya, d'ailleurs, ce nouveau missile de croisière hypersonique, le Zircon, c'est ça? Alors les missiles hypersoniques, ce sont des missiles qui sont très rapides. Ça commence à partir de Mach 5. Mach 5, c'est environ 6000 km/h, 6 à 7000 km/h. Donc c'est des missiles qui sont très rapides, et comme ils sont très rapides, sont très difficiles à intercepter. Voilà, ils sont puissants, ils sont d'ailleurs utilisés pour frapper des objectifs de grande valeur. Je sais pas moi, que des porte-avions par exemple, et c'est très difficile à les arrêter. Ils ont été utilisés dans le cadre de la guerre en Ukraine, ce qui par ailleurs n'est pas très utile. C'est des missiles très sophistiqués, très coûteux, mais il fallait là, encore une fois montrer que l'on dispose d'armes très sophistiquées, très puissantes. Voilà, donc oui, la Russie, enfin Vladimir Poutine est très très fier et il n'hésite jamais, il saisit toutes les occasions de mettre en avant son arsenal, sa puissance à des fins intérieures. C'est patriotisme aussi, oui. Oui, tout à fait. Et puis il y a des fins aussi extérieures. Dans le discours qu'il a fait à Saint-Pétersbourg. Il est allé un peu plus loin dans le discours. Il a quand même dit que ce missile était capable d'infliger une riposte foudroyante à tous ceux qui décideront de porter atteinte à notre souveraineté, à notre liberté. Il y a un petit point de menace quand même aussi dans cette bien sûr, démonstration. Il est coutumier du fait, mais c'est le message dans sa déclaration, il ne parle pas du tout de l'Ukraine, par exemple. Non. En revanche, voilà, c'est un message qui est au reste du monde, aux Occidentaux en particulier, comme il le fait très régulièrement. Et effectivement, pour parler très précisément de ces armes, pour l'instant, ce sont des missiles qui sont pratiquement imparables. Et pour revenir sur cette parade en elle-même, cette journée en l'honneur de la marine russe, Sylvie Berman, qu'est-ce que ça représente symboliquement pour la Russie de mettre en avant cet arsenal, de manière générale, même hors contexte de guerre? Depuis quand ça existe, cette cérémonie? Ça existe depuis, je pense, le retour de Vladimir Poutine. Ça a dit, il y a toujours eu des parades dans le système, dans le régime soviétique, et c'est toujours grandiose, remarquablement orchestré. Or, depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, il y a aussi une militarisation de la société, une glorification de l'armée de manière générale. On l'a vu avec le grand défilé du 9 mai, qui a tendance à devenir aujourd'hui une quasi-fête nationale. Et là, également cette fête de la marine. Mais il y a toute une histoire de la marine soviétique aussi, et que connaissent bien les Russes. Merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage, Sylvie Berman et Michel Goya. 13h16 sur BFM TV. On en vient à la variole du singe. À présent, plus de 2000 personnes déjà contaminées en France. Et l'inquiétude grandit après l'annonce de 2 décès en Espagne. 2 hommes dont le plus jeune avait 31 ans. L'OMS dit s'attendre à une hausse du nombre de décès liés à cette maladie en Europe. Pour en parler, nous sommes en direct avec Bruno Begerban. Bonjour et merci d'être avec nous sur BFM TV. Vous êtes le chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. On vient de voir ces 2 cas mortels de la variole du singe en Espagne. Ce sont les premiers cas mortels en Europe. Faut-il s'en inquiéter? Écoutez, il faut être prudent, effectivement. Quand
Comme vous le savez, l'épidémie se répand, le nombre de cas de contamination augmente. On sait désormais que c'est une maladie sexuellement transmissible et de fait, avec le début des vacances, évidemment, il y a des risques accrus. Lorsque le nombre de cas de personnes contaminées augmente, eh bien, on peut toucher des personnes plus fragiles, plus à risque de développer des formes graves de la maladie, car immunodéprimées ou avec des comorbidités. C'est très probablement le cas de ces 2 personnes qui sont décédées en Espagne. Oui, effectivement, on peut rappeler que les complications sévères restent rares. Il faut aussi rassurer un petit peu. Oui, tout à fait. La maladie est d'abord une maladie bénigne qui touche la peau, qui est responsable de lésions, c'est-à-dire de vésicules, puis de croûtes sur la peau, qui peuvent parfois être extrêmement douloureuses. Mais lorsque l'on est immunodéprimé, eh bien, le virus peut quitter la peau et se répandre dans d'autres organes, comme le cerveau et donner une encéphalite, comme le cœur et donner une myocardite. Et alors, évidemment, on prend des risques vitaux. Et si par ailleurs on a d'autres maladies, eh bien, on peut décompenser sa situation de fond. Alors la bonne nouvelle, c'est que tout de même, il existe un vaccin pour endiguer cette épidémie. La vaccination, on va dire, balbutie encore un peu en France. Il y a à peine quelques jours qu'un grand centre de vaccination a été ouvert à Paris, puisque c'est en Île-de-France que l'épidémie est la plus présente sur notre territoire. La vaccination, pour l'instant, est ouverte principalement à une population à risque, identifiée autour de la communauté gay, mais il faut peut-être évacuer un fantasme. Il n'y a pas que les personnes homosexuelles qui peuvent contracter cette maladie. D'ailleurs, on parlait de l'Espagne tout à l'heure. Il y a déjà des cas de femmes qui sont touchées. Il faut peut-être aussi le préciser, ça. Oui, tout à fait, vous avez raison. La maladie n'est pas spécifique de la communauté gay. Effectivement, le mode de contamination est le contact très rapproché, voire intime, par le rapport sexuel. Et donc, les personnes qui sont à risque d'être contaminées, c'est celles qui multiplient le nombre de leurs partenaires, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels. Par ailleurs, au sein du noyau familial, lorsque l'on habite avec une personne malade, eh bien, on peut être contaminé par les draps, le linge de corps. Et donc, effectivement, il y a même des cas d'enfants contaminés. Oui, il faut être prudent et évidemment, il faut inciter les personnes à risque d'être contaminées très rapidement de se faire vacciner. Mais alors justement, Bruno Megarban, se faire vacciner, très bien, mais pas de créneau disponible, très difficile de trouver des rendez-vous. Est-ce que c'est parce que la France manque de vaccins en ce moment ? Alors, il faut savoir que ce vaccin n'a pas été mis au départ au point pour la variole du singe. C'est un vaccin qui était censé protéger en cas d'attaque bioterroriste par la variole humaine. Virus, comme vous le savez, qui a disparu, mais qui persiste dans certains laboratoires de recherche. Et de fait, on s'est rendu compte que ce vaccin protégeait également contre la variole du singe. Voilà, on a quelques petits problèmes de connexion. En tout cas, merci beaucoup, Dr Megarban, d'avoir répondu à nos questions. Chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Restez avec nous à suivre sur BFM TV. On va revenir sur cette 3e vague de chaleur et ses conséquences, notamment la sécheresse et le risque d'incendie très élevé dans les massifs de l'Hexagone. On en parle dans quelques minutes. À tout de suite. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Installez-vous en toute sécurité devant votre programme avec Modif.fr, le spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. C'est maintenant sur BFM TV, soyez les bienvenus. Nous vous parlons d'ici. Sur la ligne de front. BFM TV vous emmène sur place. Toute l'année, nous étions là. Pour faire vivre ce grand moment. Vous étiez là. Ça fait du bien d'être ensemble aujourd'hui. Vous avez fait de nous la chaîne d'infos préférée des Français. Pour cela, un seul mot. Merci. 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 Clameur de cette foule. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup de votre fidélité à BFM TV. Vous pouvez compter sur nous.
À ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, la Tunisie est à partir de 399 €, tout compris. Explorez. Ressentez. Vibrez. Goûtez au plaisir de nouvelles sensations. Avec les préservatifs ultra fins Durex Nude Original. Sensation peau contre peau. Dispositif médical. Ne mettez plus votre vie amoureuse en pause. Et faites les choses différemment avec Elite Rencontre. Inscrivez-vous aujourd'hui et recevez des profils personnalisés tous les jours sur eliterencontre.fr. Propriétaire ou bailleur, en isolant et ravalant votre maison par l'extérieur à partir de 79 € par mois. Restez au frais l'été et au chaud l'hiver. Baissez vos factures de chauffage jusqu'à moins 75%. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Vous voulez tous un monde plus juste, vous voulez tous un monde moins cher et vous voulez tous un monde plus proche. Bon, vous voulez tous un monde nickel, quoi. Alors c'est simple, il suffit d'entrer chez un buraliste. On est 2,5 millions d'heureux à avoir trouvé notre compte. Nickel, un compte, une carte, un RIB en 5 minutes. Rejoignez le mouvement. Les grands de la Formule 1. Collectionnez les modèles les plus spectaculaires pour la première fois à l'échelle 1/24e. Le numéro 1, 14,99 € chez votre marchand de journaux. La Citroën C4 WRC 2008 de Sébastien Loeb. Montez pas à pas cette légende du rallye. Le numéro 1, 50 centimes seulement chez votre marchand de journaux. Vous rêvez d'indépendance? Ne vous fâchez pas. Groupe Verlaine installe chez vous une centrale solaire de 3 kg pour produire votre électricité en toute autonomie au prix unique de 7 900 €. Oui, 7 900 €. Consultez nos experts sur groupeverlaine.com ou en composant le 3620 et dites Groupe Verlaine. Et voilà. Et voilà. Oh, il est cassé. Et voilà. Les 300 agences Télém Assurance construisent des solutions simples et faciles pour vous permettre d'envisager l'avenir sereinement. Et voilà. Merci de nous retrouver sur BFM TV. On va faire le point sur l'actu sport. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Bonjour Lian. Bonjour à tous. Ça sent la reprise pour le football. On commence avec le Trophée des Champions. Première compétition de l'année, 20h ce soir. Premier match officiel pour le nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier. C'est un match PSG-Nantes. Exactement. Et c'est le Trophée des Champions. Le Trophée des Champions, c'est le vainqueur de la Ligue 1, le PSG, contre le vainqueur de la Coupe de France, le FC Nantes. Oui, premier match de Christophe Galtier qui est arrivé cet été à la place de Mauricio Pochettino. Il pourrait déjà remporter son premier trophée avec le Paris Saint-Germain. Le PSG qui a perdu l'année dernière ce Trophée des Champions face à Lille. Et en tout cas, Christophe Galtier, il a déjà gagné la confiance de son capitaine, Marquinhos. Le coach il nous a montré cet aspect humain. Et nous a montré un schéma des jeux différent de ce qui s'est passé avant. Et voilà, ça c'est des bonnes choses qui vont nous apporter, surtout dans une longue saison. Ça sera un match qui sera à Tel Aviv pour la deuxième année consécutive face à Nantes. Nantes qui a donc gagné la Coupe de France, c'était son premier trophée depuis 2001, donc il y aura une volonté de gagner un deuxième trophée. Du côté de Nantes, l'entraîneur, il est bien connu du Paris Saint-Germain, c'est Antoine Comboiré. Il y a joué et il a entraîné au début de l'ère Qatari le PSG. Il y a foot toujours, la Ligue 2 hier, la première journée et un match nul prometteur pour les Girondins de Bordeaux. Oui, prometteur parce que le début de saison, la pré-saison a été très compliquée pour les Girondins de Bordeaux. Ils ont su à la dernière minute qu'ils allaient être maintenus en Ligue 2. C'est pour ça qu'ils ont mis cette banderole. On a frôlé la mort. Ça va nous rendre plus forts. Le public qui était là, 22 000 personnes, 22 000 places offertes par le club aux supporters pour les remercier de leur soutien. Mais match nul 0-0 face à Valenciennes. Un autre relégué, Metz, lui a parfaitement débuté cette Ligue 2, une victoire 3-0 face à Amiens, les buteurs lorrains Gay, Mikotadze et Nian juste après la pause. Metz démarre très fort, tout comme Guingamp qui a gagné 4-0 face à Pau, qui est leader après une journée bien sûr de Ligue 2. La Ligue 1, elle, reprend le 5 août prochain.
Le cyclisme, le Tour de France femmes s'arrête aujourd'hui sans plus beaucoup de suspense. Non, finalement, hier, le suspense a été tué par une néerlandaise, Annemiek van Vleuten. Elle était malade au début du Tour de France, pourtant c'était la grande favorite. Mais hier, une fois que les difficultés sont arrivées, elle a dominé tout le monde. Elle gagne avec 3 minutes 16 d'avance sur la deuxième. Elle est partie à 62 km de l'arrivée. Elle a 39 ans. Elle a gagné 3 fois le Tour d'Italie. Elle est championne olympique. Elle est triple championne du monde. Les Juliette Labousse, la Française 4e du classement général, a été impressionnée par la néerlandaise. C'est plus que réveillé même, elle nous a bien écrasé aujourd'hui. Mais non, c'était vraiment super dur. J'étais contente d'être dans un bon groupe parce qu'on a vraiment roulé bien ensemble tout le long de la course, donc heureusement. Mais c'était vraiment dur. Elle devrait gagner ce Tour de France parce qu'elle a largement assez d'avance. Mais attention, aujourd'hui, dernière étape, on arrive sur la super planche des belles filles. Les pentes à 24%. Ça monte, tout peut se passer encore. Planche des belles filles, tout un symbole pour le super planche des belles filles. Merci beaucoup, Ilia Grandjean. C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier, bien chez soi. Il refait chaud, la météo, Guillaume Séchet. Prenez la direction de votre programme avec Ulysse, la solution de télépéage, recharge électrique et stationnement. La météo avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. La montagne est la solution, le refuge face aux fortes chaleurs actuellement, avec d'ailleurs des chaleur qui remonte peu à peu d'Afrique du Nord. On va le voir grâce à cette animation satellite. Une chaleur qui remonte jusqu'aux régions du Nord. En tout cas, ce sera le cas à partir de mardi surtout. Et quelques nuages bas ce matin entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais. Ça devrait finir par se dissiper peu à peu cet après-midi. En tout cas, cet après-midi, on aura du soleil quasiment partout en France. Des températures très élevées déjà dans le sud. 36 degrés à Marseille et ce n'est pas terminé. La journée de demain sera encore plus chaude. On aura jusqu'à 37, 38 degrés sur les régions méditerranéennes. Déjà 26 degrés le matin à Perpignan. Et donc la journée la plus chaude sera la journée de mercredi. Dans 8 secondes, vous êtes arrivés. C'était votre programme avec Ulysse, la solution de télépéage, recharge électrique et stationnement. C'était la météo avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Il est bientôt 13h30 sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour le live week-end. À la une de l'actualité aujourd'hui, cette troisième vague de chaleur attendue sur toute la France. Ça commence aujourd'hui déjà dans le sud-ouest et ça va monter en puissance, notamment mercredi sur tout l'Hexagone. La sécheresse qui s'accentue, le risque d'incendie aussi dans le sud de la France. On fera le point notamment dans le Gard. Le Sénat adopte à son tour les mesures sur le pouvoir d'achat. Mais combien allez-vous gagner grâce à ces mesures? On va faire les comptes sur tout ce qui va changer dans votre porte-monnaie. Et nous serons également en ligne avec une porte-parole du parti de la majorité présidentielle. Passionné, courageux, parti trop tôt, Mathys Bellon est mort à seulement 8 ans. Cette graine de champion de la MotoGP a succombé à ses blessures après une chute sur un circuit en Italie. Nous entendrons tout à l'heure le témoignage de son parrain, Samuel Bellon. Et il va encore faire chaud et sec aujourd'hui. Conséquence, vous allez le voir, Météo France alerte sur un risque élevé de feu, d'incendie de végétation dans le sud de la France. Sur les 25 massifs forestiers, par exemple, des Bouches-du-Rhône, qui étaient fermés hier au public, aujourd'hui 11 le restent toujours. Dans les 14 autres, les travaux seront interdits après 13 heures. Sécheresse extrême, donc température caniculaire, la levée du vent aussi pour ce week-end. Le sud de la France est donc en alerte maximale pour les feux de forêt. On va faire le point avec Thomas Herman dans le Gard. Si on prend la journée de samedi, c'est notamment dans l'après-midi où on a eu plusieurs dizaines de départs de feu. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont tous été maîtrisés par les sapeurs-pompiers, puisque c'était une journée sous haute surveillance pour l'ensemble des autorités en matière d'incendie. On va vous parler de 2 incendies. Le premier, celui à Cals, dans les Pyrénées-Orientales. Ce feu est désormais fixé. Il a parcouru 150 hectares de végétation, avec un dispositif tout de même assez important, puisque ce feu s'est déclaré hier en milieu d'après-midi, avec un Mistral assez important, jusqu'à 40 km/h,
avec donc 337 sapeurs-pompiers mobilisés sur le terrain, mais également 3 Canadair ainsi que 2 Dash et un hélicoptère bombardier d'eau pour essayer de fixer ce feu. Ce feu a été fixé ce matin aux alentours de 8h30. Il y avait un risque important tout de même de propagation dans ce secteur au vu des conditions météorologiques. Deuxième incendie, là nous allons dans les Bouches-du-Rhône, celui de Châteauneuf-les-Martigues qui s'est déclaré lui en fin de journée très tardivement, vraiment limite au coucher de la nuit. C'est pour ça que les sapeurs-pompiers sont intervenus là aussi assez rapidement avec une centaine de pompiers des Bouches-du-Rhône ainsi qu'un hélicoptère bombardier d'eau, là pour faire une opération plutôt chirurgicale pour tenter de contenir ce feu avec cet hélicoptère bombardier d'eau, puisque celui-ci était dans une zone habitable, mais là aussi aucune habitation habitée, je précise, n'a été détruite. C'est pour vous dire qu'hier il y a eu de l'activité pour l'ensemble des sapeurs-pompiers, notamment du secteur Méditerranée. Le lieutenant-colonel David Hanotel, représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, était notre invité pour parler justement de ces risques incendies et notamment du travail indispensable de prévention. En prévention, il y a un travail qui est fait avec l'ensemble des collectivités locales, avec les services de l'ONF, avec les communautés communaux de lutte contre les feux de forêt. Donc un travail sur le terrain, des patrouilles pédestres, à cheval, à la rencontre des touristes, à la rencontre des personnes qui peuvent se promener. On l'évoquait tout à l'heure, dans des massifs qui ne sont pas interdits mais déconseillés. Donc un dialogue qui s'installe avec ces mêmes personnes pour essayer de leur expliquer qu'il vaut mieux éviter la balade à ce moment-là. Et puis en tout cas pour leur réexpliquer les conseils de prévention, éviter les points chauds, ne pas jeter ses mégots et puis être vigilant sur tout ce qui peut se passer sur l'environnement. Et comment se préparent les sapeurs-pompiers dans l'éventualité d'un départ de feu ? Alors il y a des moyens qui sont prépositionnés dans certains massifs qu'on appelle des détachements d'intervention préventive, des DIP, donc des groupes de véhicules qui vont être non pas basés dans un centre de secours ou sur une unité territoriale fixe, ils vont aller dans le massif au plus proche sur des endroits et des points qui auront été prédéterminés à l'avance. Et puis vous avez également le guet aérien armé, donc ce sont des avions qui, plutôt que de rester au sol, on a parlé de Nîmes à plusieurs reprises, qui est la base de la sécurité civile en France pour les moyens aériens, vont faire des rotations pendant plusieurs heures sur des circuits de rotation qui sont prédéterminés dans le Gard, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Var ou en Corse, en fonction des prévisions météo et puis des secteurs qui sont jugés comme les plus à risque. Donc ils vont avoir la possibilité de localiser des fumées, bien évidemment, et puis surtout, puisque c'est la base de la doctrine en France sur l'attaque des feux naissants, d'intervenir. L'objectif est d'intervenir dans les 10 minutes, donc de pouvoir frapper une première fois un départ de feu qui viendrait être menaçant. Quelles sont les origines, pour l'essentiel, de ces feux de forêt en été ? 90% d'origine humaine, malheureusement, donc 30% qui sont le fait de personnes mal intentionnées, mais pour une grande partie, ce sont malheureusement des situations qui pourraient être évitées. Donc on en parle assez régulièrement. Un barbecue trop proche d'une zone boisée, voire herbeuse, des travaux à proximité du jardin, des travaux de coupe de matériaux, de carreaux de carrelage ou toute source de chaleur qui pourrait initier un incendie. Les mégots sur les autoroutes, c'est très fréquent, ou sur les routes tout simplement. On est régulièrement confronté également à des départs de feu en bordure d'axes routiers qui sont rarement la cause, qui ont bien souvent une cause humaine malheureusement. Pour ce dossier des incendies, à présent, le pouvoir d'achat avec ce projet de loi d'urgence du gouvernement qui a été adopté au Sénat en première lecture vendredi après l'Assemblée nationale. Quelques amendements ont été pris, retraite, remise à la pompe, prestations sociales pour aider les Français à faire face à l'inflation de 6,1% ce mois de juillet par rapport à l'an dernier. Ce qu'il faut savoir maintenant avec Guillaume Barqui, précisément ce que les sénateurs ont adopté. La prime Macron, le plafond de la prime Macron va bien tripler. On va passer de 1 000 € maximum à 3 000 maximum. Et ça peut monter à 6 000 € si dans votre entreprise, il y a un accord d'intéressement. Ça, c'est la prime Macron. Ensuite, retraite et allocation. Beaucoup vont être augmentés, plus 4%. Et puisqu'on parle d'allocation, la fameuse allocation adulte handicapé va bel et bien être déconjugalisée. En clair, si une personne en situation de handicap se met en couple, son allocation adulte handicapé ne va pas baisser. Enfin, la hausse des loyers va être limitée à 3,5% sur ce qu'on appelle les loyers classiques. Et pour les loyers commerciaux, des PME, eh bien là, ça va être un coup de pouce aux commerçants. Là encore, la hausse va être limitée à 3,5%.
Et Guillaume, dans ce qu'on vient d'entendre, il manque des mesures, comme par exemple la suppression de la redevance audiovisuelle. Pourquoi ? Parce que la redevance et plusieurs mesures dont on a parlé autour du pouvoir d'achat ces dernières semaines, ça ne fait pas partie du projet urgence pouvoir d'achat, ça fait partie d'un autre projet de loi qui s'appelle le PLRF, le projet de loi de finances rectificative. Ça, c'est un autre projet, c'est discuté chez les sénateurs à partir de lundi. Il sera notamment question d'une taxe sur les superprofits. Et on continue d'en parler avec Prisca Thévenot. Bonjour, vous êtes députée des Hauts-de-Seine, porte-parole de Renaissance. Alors, on rappelle que ces mesures, elles arrivent au terme de 2 jours de débat au Sénat, beaucoup moins houleux qu'à l'Assemblée nationale. Vous vous félicitez de cette adoption de ces mesures ? Je me félicite surtout que, en fait, ce que les Français nous ont demandé de faire, c'est-à-dire d'avoir du débat en prenant en compte l'ensemble de la diversité telle qu'elle existe aujourd'hui, notamment à l'Assemblée nationale, permet d'arriver à des mesures qui viennent aider, protéger les Français, notamment dans cette crise inflationniste que nous connaissons. Et donc, oui, plus que de parler de débats houleux, j'ai envie de parler de débats denses qui ont permis d'arriver à des compromis aussi bien à gauche qu'à droite, sur la ristourne au carburant, mais également sur le déblocage d'aides aux collectivités face à cette inflation. Mais quels effets pour le porte-monnaie des Français ? Les mesures sont assez concrètes ? Oui, tout à fait, parce qu'en globalité, ce sont 20 milliards d'euros qui ont été débloqués. Alors vous allez me dire 20 milliards, ça veut dire tout et rien. Eh bien concrètement, effectivement, c'est l'augmentation de la ristourne à la pompe, 30 centimes en plus en septembre et en octobre, auxquels s'additionneront les 20 centimes de plus dans les stations totales, mais c'est également 100 € pour les familles les plus fragiles, cette aide qui augmente au regard du nombre d'enfants qu'il peut y avoir dans le foyer. C'est également l'augmentation des minima sociaux, l'augmentation des retraites, également la prolongation du bouclier tarifaire qui existe depuis l'hiver dernier. En gros, ce sont un ensemble de mesures qui viennent répondre partout où le pouvoir d'achat est en difficulté pour l'ensemble des foyers français. Et que répondez-vous à certains de nos experts économistes que nous avons eus sur le plateau aujourd'hui et qui pointent tout de même certains trous dans la raquette, forcément des mesures qui ne concernent peut-être pas tous les Français, notamment en ce qui concerne l'inflation alimentaire qui touche majoritairement les seniors ou encore l'inégalité énergétique pour certains foyers ? Oui, tout à fait. Par exemple, vous parliez d'inégalité énergétique. Oui, nous savons effectivement que nous avons encore un certain nombre de passoires énergétiques. Ces logements qui consomment énormément. Et bien pour cela, nous avons les boucliers tarifaires qui poursuivent, qui continuent, mais nous avons également des mesures qui permettent de rénover son logement. C'est la prime rénov' que nous avions mis en place dès le quinquennat précédent et que nous allons élargir dès ce quinquennat-là. Donc on peut voir qu'effectivement, il n'y a pas de mesures choc, mais bien un ensemble de dispositifs qui viennent concrètement rétablir ce pouvoir d'achat qui est grévé par la crise inflationniste. Merci beaucoup pour cette réaction et à ces annonces concrètes donc sur le pouvoir d'achat. Prisca Thévenot, députée des Hauts-de-Seine, porte-parole de Renaissance. Merci d'être passée sur BFM TV ce matin. On en vient maintenant à cette toute autre histoire. Ce petit garçon qui s'appelait Mathis, il avait 8 ans, c'était un grand espoir de moto Grand Prix. Mathias Bellon, il est décédé jeudi dernier à la suite d'un accident lors d'une course en Italie. On va entendre dans un instant le témoignage de son parrain Samuel Bellon, qui était en direct avec nous un petit peu plus tôt dans la matinée. Mais d'abord, retour sur la trajectoire stoppée trop tôt de ce petit garçon. Isabelle Gallens, Claire Vigoueff, Emma Arnaud, Nicolas Laurent. Son visage était celui d'un des plus grands espoirs du sport mécanique français. L'ascension spectaculaire de Mathis Bellon, 8 ans, s'est brutalement interrompue lors d'une course de moto en Italie, le 22 juillet dernier. Peu après le départ, le jeune enfant chute au sol, avant d'être percuté violemment par ses concurrents. Un scénario de course dramatique, raconté par son entraîneur. Une chute basique, comme on peut avoir en entraînement, en course, une chute vraiment sans gravité. Malheureusement, les pilotes derrière lui arrivent à l'éviter, mais le groupe de derrière ne parvient pas à l'éviter, il se fait percuter par 2 motos. Hospitalisé en urgence en Italie, il est plongé dans le coma, puis rapatrié à Montpellier où il décède 6 jours plus tard, après plusieurs arrêts cardiaques. À Fréjus, c'est tout un club automobile qui est bouleversé par sa disparition. J'ai jamais eu un pilote aussi rapide et jamais connu un pilote aussi rapide avec autant de compétences à cet âge-là. Aujourd'hui, Mathis arrivait à faire des choses
que des champions du monde au même âge n'arrivaient pas. Originaire de La Réunion, Mathis avait rejoint la Côte d'Azur l'an dernier avec ses parents. Son objectif, briller sur les circuits de la région. C'était un petit garçon tout plein de joie, tout plein de gaieté, jamais fatigué, qui adorait faire du sport. Donc il a fait aussi depuis très tôt du vélo à l'âge de 2 ans. En deuil, le monde du sport mécanique salue le champion qu'était Mathis. L'idole du jeune réunionnais, le champion du monde de MotoGP, Fabio Quartararo, lui a également rendu hommage. Et comme promis, nous sommes en direct avec Samuel Bellon. Vous êtes le parrain du petit Mathis. Merci beaucoup de témoigner ce matin sur BFM TV. Tout d'abord, on a envie de vous demander comment les parents de Mathis, vivez-vous depuis le décès donc de ce petit garçon de 8 ans? Bonjour à tous. On le vit très difficilement, ça c'est sûr. Et on a perdu notre petit ange aussitôt, qui nous donnait autant d'amour, autant de joie, qui savait rassembler la famille, les amis. C'était, on va dire, un peu le pilier quand même. Eux aussi, petit qu'il était, c'était quand même le pilier de la famille. Il a grandi dans une famille où il y avait beaucoup d'amour fusionnel entre son père, sa mère, sa petite sœur. Donc voilà, il était très proche également de ses cousins-cousines. Donc c'est sûr qu'en ce moment, c'est pas du tout évident d'accepter cette tragédie. On a entendu dans le reportage qu'on vient de diffuser les traits de caractère de ce petit Mathis, qu'il était déjà très prometteur dans sa technique, dans sa discipline. Le courage caractérise également Mathis. C'est assez étonnant pour un enfant, mais vous allez nous en parler. Il avait souhaité faire don de ses organes, c'est bien ça? Il l'a fait? Oui, Mathis, je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'est vrai qu'il a tout, dès haut de ses 8 ans, peut parler un peu tout en amont, pour faire entendre qu'il souhaitait, entre guillemets, quoi qu'il arrive, qu'il continue sa vie à travers les autres, qu'il donne, pas parce qu'il y a une tragédie, qu'il donne la vie aux autres, que ça doit continuer, parce qu'il nous donnait beaucoup d'amour, il nous a donné beaucoup, même si c'était très très court. C'est quelque chose qui n'était pas évident pour nous de l'entendre, de l'accepter, et qu'il a réussi, ce petit gamin, à nous faire comprendre, nous faire entendre raison, pour qu'on accomplisse sa volonté. Mais c'est très étonnant quand même. Comment est-ce qu'un enfant d'un si jeune âge peut exprimer ce genre de souhait de fin de vie quand on est aussi jeune? Comment est-ce que ça lui est même venu à l'idée? On a un peu du mal à comprendre. On est une famille très croyante et il nous a toujours envoyé des signes. Il communiquait avec son père à travers, quand on lui posait une question, quand il était à l'hôpital, il arrivait à mettre son cœur à 123, ce qui correspondait au chiffre de moto de son père. Et quand ils étaient petits, ils jouaient toujours à 1, 2, 3 partés. C'est pour ça que mon frère, qui était champion de la Réunion de moto, il a eu son numéro de course, c'est le 123. Et c'était un code pour eux, entre eux. Et ça a toujours été le cas depuis petit. Ils ont leur code, ils ont leur habitude. Mathis, il a des choses, il y a plein de signes qui sont arrivés. Comme il a toujours été fan de Fabio Quartararo, il aurait voulu ce week-end être au but, je crois, parce que Fabio Quartararo devrait se rendre. Et sans qu'on ait quoi que ce soit à faire, mais non rien, nous avons eu un hommage de Fabio Quartararo sans que personne ne l'ait demandé. Donc je pense que ce petit, même qu'on s'en rend pas compte, il a soulevé des montagnes et il va continuer à travers ce qu'il a dit, de faire des choses que nous-mêmes, on n'avait pas conscience. Voilà pour ce témoignage poignant du parrain du petit Mathis. Tout de suite, la suite de nos chroniques. Si tu as envie d'un appart, Citia. Votre programme avec Citia Immobilier. Et oui, c'est l'heure de nos chroniques vacances. On va commencer avec ces activités de sortie et de visite pour cet été et les vacances. On va découvrir aujourd'hui la culture viking. On reste en France, bien sûr. Ouais. On va en Normandie, à Ornavik, dans un parc historique. C'est assez original, en effet. Espace Viking, village carolingien, un lieu construit avec les mêmes techniques qu'à l'époque. Vous allez le voir, et animé par des bénévoles. Une visite offerte par Camilla Giudice et Paul Biloquet. Nous voilà immergés dans un village viking. Entre une séance de maniement de leurs armes et la conduite d'un drakkar, les visiteurs sont séduits.
C'est vraiment génial. Les différents métiers, les explications, le fait qu'on redécouvre peut-être des métiers disparus. Je trouve que c'est très intéressant, on apprend plein de choses. Parmi les métiers à découvrir, les tailleurs de pierre. En tenue d'époque et équipé des outils du XIe siècle, ce bénévole s'affaire devant les visiteurs, tout comme au Moyen-Âge. Une fois qu'on a fait les ciselures, on voit ce qui reste comme matière à dégrossir. Donc on le fait à la broche. La mission de ces artisans est double. Construire une église carolingienne en suivant des techniques historiques, tout en expliquant leur savoir-faire aux curieux. Et c'est d'ailleurs bien ce qui leur plaît. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de partager le côté musée vivant, si vous voulez, du parc, ou de ne pas faire les choses en autarcie, mais de les transmettre et de partager notre savoir et aussi voilà, peut-être de déclencher des passions. La magie opère depuis 2011, date d'ouverture du parc sous l'égide d'historiens, pour faire connaître les origines de la Normandie et faire tomber certains clichés sur les Vikings. Montrer d'où ils viennent, pourquoi ils sont partis, pourquoi ils se sont intégrés, et donc pour aussi démystifier un peu le côté barbare des Vikings, puisqu'ils n'étaient pas que des barbares, c'était aussi d'excellents navigateurs, d'excellents commerçants. Chaque été, ce sont environ 10 000 visiteurs qui viennent ici prendre un cours d'histoire bien vivant. Si tu as envie d'un appart, City. C'était votre programme avec Citia Immobilier. Et après les loisirs, la cuisine, ma recette avec un chef. Tout de suite, un plat de saison, la salade grecque, préparée par Adeline François, juste après ça. Votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. On se retrouve ici au Georges V, au Four Seasons, avec le chef Alan Thodon. Salut Alan. Ça va? On a envie de voyager. Et pour ça, eh bien, aujourd'hui, on a vraiment la recette idéale, une salade grecque, une vraie salade grecque, comme à Athènes, comme à Paros. Ouais, et pour ça, il faut des bons ingrédients. Il faut des bons ingrédients, c'est-à-dire des tomates, de l'oignon, du poivron, un peu de capre, un peu d'olive, un peu de concombre et la célèbre feta. C'est parti? Bon, ben, je suis ton commis. Je vais te faire travailler un petit peu. Alors. Toi, tu vas commencer par me tailler la tomate. La tomate. Ouais, parfait. Voilà. Pas trop petit, hein. Hop là, 3 tomates. 3 tomates, ouais. Alors, le concombre, paf. Ouais. Là, moi, toi, je le coupe en 4. Je vais te le donner tout de suite. Juste, moi, j'enlève les pépins. Ça donne trop d'eau? Ça rend trop d'eau? C'est pas très digeste, en fait. Donc, je te les enlève un peu. Hop, voilà. Pareil, tu veux des gros morceaux? De la même taille de la tomate. On va essayer de rester tout de la même taille. Et donc, l'oignon, je vais te l'épargner. Oh, si, tiens, allez. Tu veux me faire pleurer? Ce qui est bon, je trouve, c'est des tranches comme ça. D'accord. Tu vois, pas trop... Des rondelles. Des petites rondelles, ouais. Ok. Et donc là, toi, tu as attaqué le poivron, tu les pépines. Alors j'enlève juste, voilà, toi, les petits pépins qui sont à l'intérieur. Alors le poivron, pareil, la même taille. La même taille que... Ça te va comme ça, les poivrons? C'est bien, t'as bien avancé. Là, on va mettre des petits capres. En fait, c'est où tu utilises des capres à l'huile et après tu prends des olives au vinaigre, un peu vinaigré, ou le contraire. Moi, j'aime bien avoir la balance des deux. Donc là, j'ai des capres au vinaigre et là, je vais avoir des petites olives noires. D'accord. Alors ça, Kalamata? c'est des Kalamata, exactement. Et maintenant, tu vas... La feta. Hop, tu prends tout, tu tournes. Oh, tu mets des petits cubes. Voilà. Et là, maintenant, là, tu vas me l'assaisonner. Un peu de sel, un peu de poivre. C'est déjà salé, la feta? Oui, mais tu vas voir. Le plus important de la salade grecque, c'est l'origan. Donc hop, celui-là, tu vas voir, il est magnifique. Moi, je vais rajouter un peu d'huile d'olive. D'accord. Ah oui, alors tu prépares pas une vinaigrette avant? Non, en fait, c'est huile d'olive, quoi. Après, une salade comme ça, tu la laisses se reposer, tu vois, avec le sel que tu vas rajouter. Le jus de tous les produits que tu as mis là, tu vas voir, ils vont s'écouler et eux, ils vont faire une sauce, en fait. Nos petites feuilles de laitue romaine pour la présentation. Tu vois le jus, toi, qui s'est fait déjà, là? Ouais. Tu vois? Donc, tu rajoutes pas de vinaigre balsamique, jamais? Non, non, non. Regarde, t'as vu? On le voit bien, le jus. Toute la sauce qui s'est fait au fond, là. Là, des petits cubes bien frais, comme ça. On y est. On n'est pas loin de l'acropole, là. Merci, chef. Ah bah écoute, ça m'a fait plaisir. Pour cette recette simple, mais tellement efficace. Ouais. On va la manger ensemble, allez, viens. Salut. C'était votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Cet autre rendez-vous de l'été, vous en avez l'habitude, le secret des tubes avec cette chanson mythique que vous avez au moins tous entendue. Merci maman, merci papa, tous les ans, je voudrais que ça recommence. Les jolies colonies de vacances. Pierre Perret, bien sûr, sorti en 1966 ce tube. Philippe Dufresne nous raconte tous les secrets juste après ça. Votre programme avec Jean de Confiance.
Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Tous les ans, je voudrais que ça commence. 1966, Pierre Perret débute. Sur une tournée d'été, il rencontre une jeune chanteuse américaine qui lui souffle une idée, faire un disque sur des moniteurs de colo. Car au même moment, aux États-Unis, une chanson cartonne sur le sujet. Ça tombe bien, les colos, l'ami Pierrot connaît bien. J'avais été tellement souvent en colonie de vacances, mes parents m'envoyaient quand j'étais gamin tout le temps là, parce que c'était du temps du café et du pont. Ici on est aux petits oignons, j'ai que 8 ans mais je me débrouille. Pendant les vacances d'été, pour pas m'avoir sans arrêt dans les jambes avec les clients et tout ça, ils m'envoyaient en colo. Les jolis. Merci maman, merci papa. Le carnet d'écriture se remplit dans le HLM de Gennevilliers, où Pierre tente de trouver l'inspiration. Sa première auditrice, c'est sa femme, quand elle rentre du travail. Et ce jour-là, il a écrit 2 chansons. La première a pas eu l'air de la coller au plafond, mais la deuxième... Paraît qu'on a tous le typhus, on a le pétrus tout boutonneux. Je me dis, bon, alors celle-là, essaie de la continuer parce que... fini là. Hier j'ai glissé sur une chaise en faisant pipi dans le lavabo. La chanson est un succès, mais elle ne plaît pas à tout le monde. Madame de Gaulle, elle-même, va demander au patron de la radio publique d'interdire les colonies sur les ondes. Madame de Gaulle, ça lui faisait très peur, pipi dans le lavabo. Elle avait dit, nous souhaitons que vous ne programmiez plus cette chanson que nous considérons comme la honte de la France. Tous les ans. Pierre Perret avait vendu 100 000 exemplaires de son premier succès. Au moment des colonies, c'est 100 000 disques par jour qu'il écoule. Des millions de disques qu'ils ont dû vendre à cette époque-là. Donc voilà, ça a payé ma maison. Et surtout, la chanson est rentrée dans le patrimoine. Avec le Zizi, c'est une des plus demandées par le public. Voilà.